Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On sort de 2 semaines de pause, on va dire, un petit peu contraint par les aléas de l'actualité, mais on vous revient en plateforme avec un sujet qui nous tenait à cœur, reculer pour mieux sauter, on va dire, en bien belle compagnie, puisqu'on va parler du cinéma de Martin Scorsese, plus spécifiquement de la figure du gangster dans son cinéma à l'occasion de la sortie plus très fraîche, mais quand même, de The Irishman, dernier film en date du maître. Pour parler de tout ça, on a 2 invités de bien belle facture. On a David, vidéaste de la chaîne The Film Talker. Bonjour. Bonjour. Alors on a vu une vidéo dernièrement sur Scorsese, c'est ça, de ta part? C'est ça. Également une autre vidéo sur l'autre cinéma en compagnie de ton cousin Dirty Tommy, avec qui tu faisais la chaîne Les cousins font leur cinéma. Exactement. Tout à fait. As-tu des petites actualités en ce moment, une petite vidéo que tu nous prépares? Non, la prochaine vidéo que je prépare, elle sera pas sur ma chaîne, elle sera sur celle de mon cousin. D'accord. Et ce sera évidemment la critique de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. L'éléphant dans la pièce. Et pour nous accompagner de l'autre côté du plateau, on a Zoltan, ex-critique masqué. Bonjour. Enchanté. Alors, tu es vidéaste aussi. On te suit notamment, entre autres, évidemment récemment sur The Mandalorian, Watchmen et également ce qu'il nous reste de l'apocalypse dans Mad Max. Tout un programme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos dont tu aimerais parler? J'ai une grosse vidéo sur les fusillades qui arrive bientôt. Sur les fusillades. Ouais, donc ça tombe bien parce que ça concerne pas mal les films de gangsters. Donc ça m'a permis de mettre à profit tout ce que j'avais potassé aussi. Très bien, je pense qu'on va parler pas mal de gangsters et pas que dans le débat, parce qu'on va parler de Brooklyn Affairs, c'est ça avec toi Charlie? Oui, on est quand même un petit peu dans le même univers, mais effectivement. Ça fusille ou pas? Ça fusille un petit peu. Très peu. Ça fusille gentiment. Très bien. Et de l'autre côté du plateau, on a Cédric. Coucou. Comment ça va? Fatigué, mais ça va. je suis lessivé par la vie. Et donc tu nous laisses pas lessivé par The Irishman, j'espère? Non, mais comme ces personnages, je suis lessivé par la vie. Très bien. Une expérience totale donc. Oui. Oui. On va en parler. On va en parler, tout à fait. Donc je pense que vous avez compris, les deux critiques cette semaine, ça va être The Irishman et Brooklyn Affairs. Grand débat sur Scorsese, le paradoxe du gangster. On salue sur le chat toutes celles et ceux qui nous regardent, Sumforea et Rewench qui nous disent bonjour. N'hésitez pas évidemment à partager avec nous vos impressions tout au long de l'émission. Partagez vos questions aussi, on tâchera d'y répondre. J'ai envie de dire, c'est parti sans plus attendre pour la critique de Brooklyn Affairs. Mais c'est de la merde! Alors Charlie, Brooklyn Affairs, de quoi ça parle? Alors, plongeons-nous dans le New York des années 50 où un détective privé, Frank Mina, incarné par Bruce Willis, est abattu alors que ses associés tentent de le secourir. Parmi ces derniers se trouve Lionel S. Rogue, alias Edward Norton, protégé de Frank Mina et atteint du syndrome de la Tourette. Celui-ci décide alors d'enquêter sur les raisons mystérieuses de l'assassinat de son ami en utilisant ses capacités cérébrales inhabituelles, car ces troubles comportementaux vont de pair avec des capacités d'observation et de mémorisation au-dessus de la moyenne, qui ne tarderont pas à le mettre sur la trace d'obscures manœuvres politiques. Alors, je dois être honnête, je suis très content. Parce que Edward Norton, avec des films comme Fight Club ou American History X, a une place à part dans mon petit cœur de cinéphile. Et force était de constater que ces dernières années, la carrière d'Eddie était un petit peu pas forcément à la hauteur de ce qu'elle pouvait laisser présager dans les années 90. Donc on avait eu L'Illusionniste, des apparitions chez Wes Anderson. Hulk. Hulk, oui, j'avoue que je laisse ça de côté. Okay. On avait aussi une superbe apparition dans Birdman d'Iñárritu, mais bon, ça restait quand même voilà, beaucoup trop peu par rapport à ce que j'aurais pu vouloir espérer. Et donc, on le voyait peu souvent en haut de l'affiche. Autant dire que quand le film est sorti, j'étais tout excité à l'idée de le voir, d'autant plus que ça signait sa quasi-début en tant que réalisateur et son grand retour en tant qu'acteur. Alors, tu as l'air assez enthousiaste, évidemment, pas mal d'attentes autour du film. Abordons un peu le film en lui-même, si tu le veux bien. Donc, le scénario. Alors, il faut savoir que le film, c'est l'adaptation d'un roman de Jonathan Lethem. Oui, c'est pas un film original. Ouais. Voilà, c'est Motherless Brooklyn, donc, qui est le même titre que le film en anglais. Et alors, ce roman, il se situait dans les années 90, donc il était contemporain de son écriture. Edward Norton est tombé amoureux du livre à l'époque. Il sortait tout juste de Fight Club et il a immédiatement décidé d'acheter les droits pour pouvoir l'adapter. Donc c'est un projet qui traîne dans les tiroirs depuis presque 20 ans. Au départ, il ne devait pas forcément le réaliser, il devait le produire et être acteur.
Il l'avait proposé notamment alors à Bennett Miller, à Paul Thomas Anderson, mon amour, et à David Fincher. Mais c'est lui qui réalise finalement. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand saut? Est-ce qu'il est réussi? Est-ce que je pense qu'on peut d'abord commencer par dire que c'est un film extrêmement personnel. Ça se sent dans la réalisation. Contrairement du coup au roman, il a complètement transposé pour se réapproprier le livre, même s'il y avait cette idée en fait de plus coller à l'ambiance du livre, qui était vraiment un roman noir. Donc en transposant dans les années 50, ça permettait à la fois de faire un retour sur tout le cinéma noir de ces époques-là. Donc on sent qu'il y a vraiment c'est presque un film hommage à ce niveau-là, mais c'est surtout du coup ça lui permet de s'affranchir de pas mal de contraintes et d'aller vraiment dans quelque chose de plus personnel et vers un cinéma qui n'existe plus vraiment. Car avec ce film, Norton construit une autre temporalité, une temporalité d'un autre temps, d'un autre cinéma, loin des canons classiques et hollywoodiens contemporains, pour nous égarer dans cette chronique d'une New York des années 50 au son de cette bande originale jazz assez délicieuse. Je fais aussi une petite dédicace à Tom York qui a signé un morceau absolument sublime pour cette bande son. C'est du coup un authentique film noir qui s'apparente à une déclaration d'amour pour cette époque, et plus que construit comme un polar ou un thriller, le film déroule au fur et à mesure des minutes une sorte de flânerie lancinante qui, l'air de rien, nous fait remonter à la racine du mal contemporain, celui de l'insidieuse dépossession politique et économique du peuple par ses élites. Donc oui, il y a pas mal de choses. Il y a l'enjeu d'un d'un réalisateur qui se découvre, un enjeu politique que tu suggères, un retour au film noir, pas mal. Est-ce que ça fait pas un petit peu trop? Si on ajoute en plus la question d'interprétation d'un personnage oui, en situation de son handicap, c'est une interprétation assez compliquée. Soyons honnêtes, le film n'est pas parfait. Mais s'il souffre d'une écriture, je trouve, un petit peu hasardeuse dans sa première partie, qui a du mal à nous accrocher à l'intrigue, c'est néanmoins pour mieux nous égarer dans des contrées devenues aujourd'hui si inhabituelles. Loin de l'écriture scénaristique rationalisée à outrance, le film se permet des écarts qui sont autant de respiration, qui nous montrent ce qui au final compte vraiment, des moments de grâce, dont l'humanité transpire d'autant plus qu'elle paraît gratuite et non commandée par des nécessités narratives. Le film est exigeant, je comprendrais qu'il puisse en agacer certains, assez honnêtement, mais il irradie d'une élégance et d'une retenue, et aussi d'une pudeur qui est magnifiée par le jeu d'Edward Norton, qui livre une interprétation pleine de sensibilité d'un personnage qui est jamais réduit à son handicap, mais dont le handicap arrive à exprimer l'humanité de manière assez touchante, je trouve. C'est presque une porte ouverte. C'est comme si son handicap donnait une porte vers son âme, quoi. Directement, on sent une fragilité qui est assez bouleversante. Et donc, si vous aviez oublié à quel point vous aimez Edward Norton, je vous conseille de vous diriger immédiatement dans le cinéma le plus proche pour aller voir Brooklyn Affairs, une fresque somptueuse qui propose humblement de dresser le portrait d'une humanité perdue qui trouve le réconfort dans le regard de l'autre. Eh ben, merci beaucoup pour cette critique. Zoltan, David, vous avez vu le film, je crois. Est-ce que vous avez pu retrouver ce que Charlie vous a décrit ? Alors oui, je suis d'accord sur le fait que la première partie du film, c'est vrai, met du temps à établir, à exposer son intrigue. On comprend pas très bien voilà, les rouages de toute cette intrigue. Ça met quand même pas mal de temps, et c'est pour ça que moi j'ai limite eu des moments où je piquais un peu du nez au début, avant voilà, un bon 45 minutes voire 1 heure de film. Et là où je suis un petit peu en désaccord, c'est sur le handicap d'Edward Norton. Donc oui, il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et je trouve que ça vient perturber, ça vient parasiter le personnage, en fait, je trouve. Alors oui, au début, on pourrait avoir, de par son handicap, de l'empathie pour lui. Mais au fur et à mesure, je trouve qu'on s'en fiche un petit peu de son handicap, puisqu'on est surtout intéressé par l'intrigue, par l'enjeu, et on a envie d'en savoir plus. Et ça patine un peu, je trouve. On met du temps à y aller, à démarrer. Et à un moment donné, je ne vois pas ce que ça apporte, en fait, cette caractéristique de handicap dans le film. Pour l'histoire, etc. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était
hyper, que cette caractéristique était hyper justifiée dans le cadre de cette histoire. Et puis surtout, alors comme tu disais, c'est un film l'histoire à la base se déroulait dans les années 90, c'est un roman, et il l'a adapté dans les années 50 pour faire vraiment le côté film noir et tout. Et alors c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il a inscrit son film dans les années 50, mais en vérité ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui, je trouve, énormément. C'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs, il dit que ça lui permet de parler d'aujourd'hui de façon sans détournée. en parler. D'accord, voilà. Ouais, d'accord. En fait, ce qui m'a vraiment mis surtout la puce à l'oreille, c'est Alec Baldwin qui joue, on va dire, l'antagoniste, qui joue le méchant du film. Oui, là le parallèle est assez explicite si on suit le Saturday Night Live, effectivement. Voilà, exactement, oui, puisqu'il imite souvent Donald Trump et tout. Et donc oui, ça parle de ça, ça parle de cette Amérique-là qui a des gros problèmes de racisme. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, c'est lui qui l'a rajouté justement en le ramenant dans les années 50. Il n'est pas dans le livre original, justement parce que c'est quelqu'un qui a vraiment existé dans les années 50, qui ne s'appelle pas Randolph Moses comme dans le film, mais Robert Moses. Et qui a effectivement construit tous ces parcs et qui a été... c'est un personnage historique de l'époque. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer vraiment toutes ces déviances qu'on pourrait considérer contemporaines, comment elles s'ancrent dans un passé qui est quand même assez lointain aujourd'hui et voir d'où ça vient, quoi. En fait, comme je disais, c'est vraiment au bout d'1 heure de film, je trouve qu'on comprend là où le réalisateur a voulu en venir, en fait. Et au début, on est vraiment dans un film très classique, je trouve, très classique. Le film noir des années 50, mais dans un classicisme. Où il aurait peut-être pu essayer il aurait pu s'amuser, quoi. Edward Norton, il aurait pu faire quelque chose. Et puis surtout, le problème que j'ai aussi, c'est pourquoi on s'ennuie un peu au début. C'est parce que il y a le personnage de Bruce Willis qui joue le rôle du patron d'Edward Norton. Bon, je spoil un peu, hein, mais c'est vraiment le tout début du film, c'est le point de départ. Moi, je l'ai dit dans ma critique, donc tu peux y aller. Ouais, voilà. Il se fait tuer au début. Il se fait tuer et le truc, c'est qu'on s'en fout un peu, en fait, que Edward Norton mène cette enquête pour essayer de dénouer tout ce mystère autour de la mort de son patron, parce que la relation entre lui et son patron n'a pas du tout été développée, établie. Il meurt, j'ai une connerie, au bout de 5 minutes de film, quoi, au bout de 5-10 minutes. Donc c'est pour ça met du temps avant de vraiment rentrer dans l'histoire, je trouve, de rentrer en empathie. Puis il y a beaucoup de personnages secondaires qui alourdissent aussi le récit, mais c'est vrai que la BO très jazzy est sympathique. Zoltan, entrée en matière un peu laborieuse aussi, ou tu t'es laissé emporter ? Non, moi j'ai eu du mal. Alors je trouve que justement l'académisme de la mise en scène fait un peu concurrence au personnage atypique d'Edward Norton, et j'avais envie de réussir à avoir une symbiose un peu plus... peut-être... Que la forme rejoigne le fond, tu veux dire ? Ouais, parce que il joue un personnage qui est atteint de plein de problèmes, et c'est quelque chose qui, en termes de mise en scène, est intéressant de jouer avec. Et je trouve qu'il s'autorise pas grand-chose, finalement. Donc, c'est un parti pris, pourquoi pas, mais bon, le classicisme d'un côté, avec le côté atypique de la performance, m'a un peu paru dommage. Et au-delà de ça, je trouve que, maintenant que tu me le dis, que ce personnage de Randolph Moses est ajouté, ça me saute aux yeux. Il y a vraiment une déconnexion qui est faite entre le parcours de ce personnage principal et finalement son enquête, et il y a très très peu de liens, c'est-à-dire que ça fait clairement référence à des films comme Chinatown, on est vraiment dans cette ambiance film noir, mais dans ces films-là, il faut toujours qu'il y ait un vrai lien qui se crée pour que l'enquête, qui est vraiment une espèce d'embrouglio politique assez nébuleux, soit quelque chose qui nous accroche parce que le personnage y tient. Et c'est vrai que là, on sent que ce personnage, il est catapulté dans l'histoire, et on se dit, moi j'avais l'impression un peu de... je me demandais un peu pourquoi je suivais tout ça, quoi. Alors ils nous font le lien avec un côté, une espèce de romance qui a finalement un lien avec tout ça, mais même le dénouement final, ça me semblait pas comme une espèce de révélation où je me suis dit genre c'est ça en fait, parce que je sens qu'il y a quelque chose où peut-être le discours qu'il a voulu prononcer avec ce personnage n'était pas au niveau de finalement de l'intrigue qu'il essayait de construire autour, quoi. Et donc ça m'a paru un peu finalement un peu bancal sur l'ensemble du film. Au-delà de ça, il y a des très très belles images. C'est un film qui m'a beaucoup fait penser au fameux tableau de ce peintre américain dont je suis nul pour retenir les noms. Hawking, je crois. Hopper. Voilà. Hopper, c'est vraiment, je pense que c'est l'inspiration première. Il y a beaucoup de séquences du film qui vraiment renvoient à cette imagerie-là. Et donc, globalement, si on aime les films noirs, on va pas être déçu. Ça en est un pur jus. Après, je pense que il y avait quand même un peu mieux à faire, ou en tout cas plus d'audace à apporter. C'est Henrik.
Mais moi je l'ai toujours pas vu, mais Oui, non, mais je te laisserais tenter, justement. Je repère, déjà je suis plutôt intrigué par tout ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment 3 points de vue assez différents sur la question. Mais moi ce qui me donne envie d'aller le voir, surtout que le pote d'Edward Norton dans la bagnole au début, c'est Randy dans My Name is Earl. Alors rien que pour ça, moi j'y vais absolument pour revoir cet acteur que j'aime bien Il et qu'on disparaît voit très plus vite. beaucoup. Non, Ouais, mais c'est pas dans le grave. film, il disparaît très vite. C'est pas grave, il est à l'acteur 5 aussi minutes, qui ça me jouait va. dans American History X, Tout c'est à ça fait. Aussi, ouais. Tout à Je l'ai pas, je Et t'avoue qui que j'ai était pas fait le le lien pote du tout. d'Edward Norton dans American History X. Exactement. Ce qui nous amène à la question centrale, où est Hulk dans le film Donc c'est tout pour la critique. Si vous n'aviez pas quelque chose à ajouter, je Non. propose qu'on... Bah moi je suis assez d'accord Charlie avec la plupart des critiques qui ont pu être faites, même si je trouve que la force du film c'est quand même qu'il y a cette humanité et cette sensibilité qui ressort dans les moments où on prend le temps. Ouais, la flânerie, Et- t'avais raison. Je trouve que c'est un film qui flâne et c'est pas désagréable, ça, pour le coup. Voilà, et ça change de ce qu'on voit en général et surtout sur ce genre de film-là. Je pense qu'il y a une séquence de filature qui doit durer quasiment 8 minutes. Oui, ou flâne les dans les séquences rues, dans le quoi. club de jazz, je trouve qu'elles sont très bien Ouais, filmées aussi. Ouais, il y a un et que- vrai moment de pause à un moment donné Ouais. où il danse. Et c'est là où ça marche le mieux, enfin, Ouais. finalement. Oui, bah, c'est là en fait que l'émotion jaillit, j'ai envie de dire. Mais si vous avez envie de voir un bon film noir avec Alec Baldwin, moi je vous recommande chaudement le film The Shadow. Je sais pas si vous avez vu ce film de 94, film de super-héros. Non, mais On prend de l'avance sur les recommandations. Attention Donc c'est le moment où nous écoutons notre première pause musicale avant d'attaquer le plat de résistance avec Martin Scorsese. On va s'écouter Gangsters Make the World Go Round de West Side Connection. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, décidément incroyable. Hein, 2 semaines de repos, ça, on perd les bonnes habitudes. On salue le chat, on salue Doko, bienvenue à toi. On salue Titouan 1995 qui salue à son tour Charlie pour la qualité de son accoutrement. J'ai si eu vous nous un regardez en retour direct. pendant la pause, effectivement. Merci Tito. Est-ce qu'on peut décrire un peu ta tenue pour les gens qui nous Oui, écoutent? alors du coup, on va dire que je suis moitié gangster avec une veste. Comment est-ce qu'on pourrait la décrire? Élégante. Voilà, Voilà, et j'ai la simplement. coupe de silence. De Andrew Garfield. Exactement. Ça s'appelle. Donc, ce qu'on disait hors plateau, tu es un peu tout Scorsese à toi tout seul un petit peu. Exactement, j'incarne tout ça. Ne manque que les lunettes. On salue également Léo d'ici et Sonnel et Matine. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions tout au long de l'émission. On tâchera d'y répondre. J'ai envie de dire, c'est l'heure d'attaquer le grand débat de ce numéro. Scorsese, le paradoxe du gangster. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors avant d'aborder ce fameux paradoxe du gangster, c'est qui Scorsese? Charlie, peut-être tu peux nous Alors, aiguiller. Scorsese, c'est un petit garçon d'abord. C'est très important dans toute sa carrière de cinéaste. C'est d'abord un petit garçon qui est né dans le Queens et dont la famille doit déménager assez tôt. Je crois qu'il a 10 ans ou 6 ans, j'ai oublié maintenant, dans Little Italy. Donc, ils vivent ça comme un déclassement social. Ils se retrouvent à devoir aller dans un petit appart miteux avec leur oncle qui vit en dessous, si ma mémoire est bonne. Et ce petit garçon, il est asthmatique, il a des problèmes de santé, donc il peut pas forcément aller jouer avec les autres, il peut pas faire de sport, donc c'est quelqu'un qui va, enfin c'est un enfant qui va vraiment se construire avec le cinéma. Son père l'amenait beaucoup au cinéma, il savait pas trop quoi faire avec lui, donc il l'amenait au cinéma. Il regardait énormément la télévision et puis surtout il regardait beaucoup ce qui se passait autour de lui, il écoutait beaucoup. Et donc c'est quelqu'un qui a grandi avec 2 fascinations, on va dire. On va poser les bases tout de suite, qui sont d'un côté la religion, parce qu'il a voulu très tôt être prêtre, et de l'autre côté les voyous du quartier, les gangsters, tous ces gens qui pouvaient observer tous les jours et qui l'impressionnaient par leur stature, par le fait de donner l'impression d'être en dehors des lois. Et donc voilà, je pense qu'en disant ça, on a posé les bases de beaucoup de choses. Voilà. Alors c'est effectivement un observateur. Avant de prendre la voie du cinéma, tu le disais, il a voulu de devenir prêtre. Est-ce que c'est un cinéaste par défaut ou est-ce que finalement son entrée dans le cinéma, c'est pas une forme de divine providence, Cédric? C'est pas par défaut parce qu'il l'a dit, il allait au cinéma très jeune, il a toujours aimé ça. C'est juste qu'il faut essayer de recontextualiser. Quand on est un jeune garçon, surtout de constitution fragile, et en fait, dans ce genre de quartier qui clairement c'est un ghetto, hein, on va mettre les mots, il n'y a pas beaucoup de choix de carrière qui s'offrent à toi. Il y a des films comme je m'éloigne un peu, mais des films comme Scarface en fait montrent ce concept que clairement, et on va en parler, mais la voie du gangster c'est souvent la voie par défaut. Au contraire, dans ce genre de quartier, il se disait je suis peut-être de constitution fragile, mais peut-être qu'avec un flingue au bout du doigt on me respectera. Puis finalement,
c'est quand même deux chemins très différents. Il y a le chemin de la violence et le chemin de la paix. Il se dit peut-être que je peux aller vers l'autre. Et il sait pas trop vers quoi tendre. Et c'est finalement le cinéma qui arrive à le sortir un peu de ce marasme de pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que ses premiers films ne parlent pas forcément de ça. Ils parlent quand même de combats moraux, parce que ça parle souvent beaucoup des femmes au début. Et c'est beaucoup de combats de femmes qui essayent de s'émanciper des conditions dans lesquelles elles sont mises, par les hommes ou non. Mais on peut parler de son tout premier film qui a 2 noms, alors je me rappelle jamais les noms. De Who's Knocking at My Door, voilà, qui et globalement, The Call, je crois. Globalement, l'histoire, c'est que c'est sur un couple dont le jeune homme, qui est plus ou moins le personnage principal, veut devenir justement un peu un gangster et ça. Enfin, il y a un truc de rue, mais surtout le truc, c'est que il découvre un moment que sa copine s'est faite violer et il lui reproche ça en fait. Et donc il y a tout ce truc assez aberrant de nos jours quand on l'entend, qui à l'époque était vraiment un film un peu coup de poing, dans le sens on parlait jamais de ce genre de choses, et lui il aborde très frontalement ces problématiques en fait. C'est vrai que on peut parler aussi de cet élément-là, c'est que c'est un réalisateur fondateur de cet imaginaire collectif qu'on va appeler le Nouvel Hollywood après. Ah bah oui. Non mais clairement, on va peut-être pas redéfinir 20 ans ce que c'est le Nouvel Hollywood, mais globalement c'est la période, non, mais globalement, c'est la période moi je débarque américaine et je de connais pas 68 jusqu'à 82, on va dire, si on doit mettre des dates, où les studios et les producteurs commencent à perdre un peu le pouvoir qu'ils ont, parce qu'ils n'arrivent plus à faire des films vraiment rentables. Ils savent plus comment, globalement ils n'arrivent plus à faire vraiment du cinéma populaire, et il y a toute une troupe de mecs et quelques femmes, mais principalement des mecs qui arrivent, des réalisateurs qui vont chercher dans les écoles, qui sortent, beaucoup qui viennent de sortir des écoles, hein. Scorsese, son premier film dont je parlais, c'est un film d'école, c'est un film de fin d'études. Coppola, il avait réalisé 1 ou 2 films, il continuait à faire ses études pendant qu'il réalisait, enfin bref, c'était des réalisateurs étudiants, et ces mecs là ils faisaient des succès avec 3 brocs, enfin avec très peu d'argent, et des trucs qui cartonnaient tout. Et le pinacle, ça va être en termes de rentabilité successful, ça va être Spielberg et Lucas avec Star Wars et Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer et E.T. quoi. Si on doit un peu mettre ce truc là, mais c'est plein de films contestataires, c'est plein de films qui avaient des idées, c'est très inspiré de la nouvelle vague, c'est très inspiré du cinéma japonais, du néo-réalisme italien, ça prend des influences partout et ça le rediffuse par rapport à la culture, à la société américaine, et Scorsese il en est l'un des meilleurs exemples en fait à ce niveau-là. Il va très vite s'accaparer ces thématiques pour les ressortir à travers ce genre de cinéma. Alors justement, le premier film qui va synthétiser un peu tout ce dont on a parlé, peut-être une bonne porte d'entrée, je ne sais par parler du gangster chez Scorsese, c'est Mean Streets, David Zoltan, Mean Streets. Par quel film est-ce que vous êtes rentré dans le cinéma de Scorsese? Est-ce que Mean Streets Non, c'est pas du tout Mean Streets. Non, ça je l'ai vu même tardivement, Mean Streets. Non, je crois que c'était honnêtement, je crois que c'était Taxi Driver. Je l'ai vu à 12 ans. Ouais, je sais, ouais. Et puis Les Affranchis, ouais. Je crois que c'était ça, Taxi Driver, Les Affranchis. Et puis voilà. Mais effectivement, Mean Streets, il y a déjà les bases de tout son cinéma et de toutes ces thématiques qui tournent autour du genre gangster. Effectivement, la manière dont il filme ça, la manière dont il magnifie ces gens-là en appuyant vraiment sur le côté camaraderie de tous ces personnages qui nous fascinent, et voilà, on a envie de faire partie de cette bande de potes quoi. Et il y a aussi dans Mean Street toute cette dimension spirituelle chrétienne, avec le personnage d'Harvey Keitel qui pareil va se confesser, et il y a aussi toute cette narration en voix off qu'on va retrouver dans beaucoup de films de Scorsese. Et donc oui, ça je pense que c'était un film fondateur pour ça. Tu disais Charlie en off, le film préféré des gangsters? Exactement. Apparemment, on y reviendra après, mais c'est Nicola Pileggi qui a écrit le roman Wise Guys, qui raconte ça à Scorsese quand il commence à travailler donc sur Les Affranchis de Goodfellas, qui est l'adaptation de ce roman. Et justement, lui, du coup, il a beaucoup travaillé avec des gangsters, des gens qui ont été indiques, et il a vraiment des sources assez directes du milieu. Et il raconte à Scorsese que le film préféré des gangsters, c'est pas du tout Le Parrain, c'est Mean Streets. Et c'est justement pour la raison que tu évoquais, qui est la camaraderie. En fait, ça raconte la vie de ces gens-là, ça parle pas du crime
À aucun moment d'ailleurs, c'est pas des gros des mecs qui font pas des choses particulièrement graves, c'est des petites frappes de quartier et des mecs qui ont grandi ensemble et qui essayent de s'en sortir plus ou moins. Et surtout, ça parle en fait de ça parle très bien du quartier dans le sens où ça met en avant cette dimension qui est on veut pas perdre la face. Donc c'est cette vie de rue et c'est ça qui parlait particulièrement aux gangsters et c'est pour ça que ça a été un film qui a beaucoup circulé dans le milieu. Quitte à brûler les étapes, hein, c'est peut-être aussi ce sur quoi va débouler la fin du film aussi. Oui, Un autre élément de son cinéma. Zoltan, Mean Streets, est-ce qu'on peut dire que c'est l'entrée dans un cinéma peut-être plus documentaire, c'est très proche de son sujet, à hauteur d'homme? C'est ce que disait Cédric, c'est le rapport à Nouvelle Vague. Je pense que là on est vraiment dans cette filiation qui est caméra au point, on filme avec les nouvelles pellicules de l'époque qui permettent d'être beaucoup plus légères en termes d'infrastructure de tournage et on peut capter une espèce de vivacité du réel, pseudo, on pourrait considérer ça documentaire, mais je trouve que le film est vraiment écrit et moi je trouve que ça... C'est les meilleurs en général, hein. Moi je pense y a un film qui pourrait être un parallèle un peu plus moderne, français, c'est La Haine. Je trouve que La Haine en fait représente ce concept de on est dans une cité, on suit le destin un peu tragique de personnages qui vivent un peu de petits coups, de petites frappes, qui tentent de s'en sortir. Sur la narration, mais c'est vrai que... Oui, sur la narration, je parlais vraiment, pas forcément la manière de filmer, mais ce concept on rentre dans le cœur d'un milieu qui nous est à peu près inconnu et on voit que c'est globalement des gens comme tout le monde, c'est juste qu'ils ont leur code et leur manière de faire et surtout ils sont là à cet endroit-là parce qu'on veut pas d'eux ailleurs en fait. C'est un truc je trouve qui est très important à mettre en place dans toute la filmographie. Et c'est fait par quelqu'un qui en vient, d'une certaine manière. C'est ça peut-être vraiment la chose qui rend le film d'autant plus authentique, c'est qu'on sent que c'est pas un réalisateur d'Hollywood qui vit dans une villa dorée sur les collines qui s'approprie quelque chose qu'il a lu dans un roman, même si ça peut donner des très bons films comme Coppola sur Le Parrain, mais parce qu'il a aussi un ancrage important culturellement. Mais là, on sent que c'est un mec de la rue, de ce milieu-là, qui parle de son quartier, et fatalement, ça déborde d'authenticité, et c'est ce qui fait que le film est marquant. Et son acteur, Robert De Niro, vient aussi de ces quartiers-là. Ils l'ont souvent dit, mais au demeurant qu'ils sont amis depuis très longtemps, à peu près à l'époque de Mean Street, justement. Ils se connaissaient avant sans se connaître parce qu'ils étaient d'un quartier plus ou moins adverse. Enfin, ils étaient dans deux bandes qui étaient concurrentes entre guillemets. C'était deux bandes de gamins et du coup ils avaient déjà entendu parler de l'un de l'autre sans jamais se voir en fait. Et c'est c'est plus tard quand ils sont devenus adultes qu'ils ont découvert un peu par hasard. Je crois que c'est Brian De Palma qui a introduit De Niro parce qu'il a fait 3 ou 4 films avec De Palma avant même de tourner pour Scorsese et puis là ça a été effectivement le coup de foudre. Qui sont des comédies sociales. Enfin, c'est pas du tout des films de gangsters, ça qui est intéressant. De Niro, il commence dans des comédies avec De Palma, effectivement. Et puis, De Niro, l'éléphant dans la pièce, c'est bon, le nom est lâché. Robert De Niro, c'est un petit peu le marqueur de son grand cycle du gangster au cinéma. C'est impossible de voir un film de gangster majeur de Scorsese sans cet acteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'alter ego de Scorsese au cinéma? Je crois que c'est ce que tu penches plutôt dans cette direction, David. Oui, et c'est ce qu'il a toujours dit, Scorsese. C'est que c'est deux personnes qui se sont immédiatement comprises et qui ont évolué ensemble en ayant les mêmes velléités. C'est des fois Scorsese qui allait chercher De Niro pour un projet, des fois c'était De Niro qui allait chercher Scorsese pour Raging Bull par exemple. Donc c'est absolument ces deux artistes complémentaires, deux artistes qui se comprenaient parfaitement. Va savoir pourquoi après Casino en 95 ils ont plus tourné ensemble. Bon. Mais il a rencontré DiCaprio, qui est un autre acteur fétiche, mais que De Niro lui a conseillé. Oui, c'est vrai, parce que De Niro et DiCaprio avaient joué ensemble dans Blessure secrète 2 ans avant Casino. Ouais. Tu en parles, je crois, dans une de tes vidéos, effectivement. Et oui, ça, c'est vrai que ça, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est scénarisé par le mec de Alice n'est plus. Enfin bon, c'est De Niro qui va d'ailleurs pousser Scorsese à faire The Irishman, pour revenir sur le sujet un peu du jour. Donc c'est de nouveau lui qui met en avant un projet parce qu'il sent que il a envie que ce soit ce binôme qu'il fasse, quoi. Mais c'est vrai que ce qui me paraît important, c'est justement effectivement c'est toute l'histoire de Scorsese est un peu comme ça. C'est des rencontres et c'est à chaque fois des gens qui veulent aller dans la même direction et dans ce cas-là qui viennent en plus du même endroit. Et c'est dans toute la genèse de Mean Street justement tu ressens ça, c'est que
toute l'histoire, elle part de la scène finale qui est la scène de voiture et qui est en fait une sorte de réadaptation scénarisée de quelque chose qui l'a marqué et qui lui est entre guillemets vraiment arrivé. Donc je peux raconter vite très rapidement l'anecdote. C'est avec sa bande, ils sortaient et ils se sont retrouvés dans la voiture d'un flic qui roulait un peu comme un cow-boy et ils l'ont trouvé un peu grande gueule et ils ont décidé de sortir et un de leurs amis est resté dans la voiture et ce mec au croisement d'après, au feu, il y a quelqu'un qui démarrait pas, il a commencé à faire le malin et à lui demander de partir en brandissant son badge et quelques minutes plus tard la voiture arrive sur le côté et les descend tous les deux, donc leur ami et le flic, donc ils ont forcément tous, ça les a marqués parce qu'ils auraient pu se retrouver dans cette voiture à ce moment-là et donc on voit à quel point c'est un film qui est hyper personnel quoi, depuis le début de l'écriture et c'est ce film qui lance toute la suite de la carrière parce qu'avant ça finalement c'était des films qui étaient un peu moins personnels. Le premier il se cherche encore un peu que ce soit d'un point de vue de scénaristique et formel. Le deuxième c'est presque une commande et c'est à la fin du deuxième que Cassavetes pour qui il a été assistant monteur lui dit écoute, un peu, ouais. Tu viens de passer 1 an à faire une merde, maintenant bouge-toi quoi et fais quelque chose de plus personnel, tu vaux mieux que ça, même si ça reste un bon film, tu vaux mieux que ça, et c'est pour ça qu'il décide de se mettre à Mean Street et on voit que c'est vraiment, ça a été l'élément déclencheur de son cinéma parce que c'est son film le plus personnel au début de sa carrière. Cédric. Non, on parlait tout à l'heure du rapport de De Niro et de Scorsese comme un alter ego, mais il y a un autre acteur-personnage qui, pour moi, montre quelque chose, c'est Pesci, qui va apparaître donc, très vite dans la filmographie. Et Pesci, c'est intéressant, je trouve qu'il incarne très souvent, non pas forcément le double de Scorsese, mais plutôt ce que Scorsese aurait pu être s'il était devenu un gangster, parce qu'il est aussi petit que Scorsese. Parce que voilà, De Niro, il est quand même... Il est plutôt bel homme, surtout jeune. Il est vraiment une antithèse de ce que Scorsese est. Sportif. Il est sportif, il est musclé, il impose, il a un charisme qui fait qu'on l'écoute naturellement. Pesci, justement, souvent, c'est des personnages qui sont petits, qui sont un peu malingres, qui se font respecter parce qu'ils sont plus rusés que les autres et qui usent d'une espèce de violence en fait, alors qu'il clairement le personnage de Pesci, on lui fout une tarte, il tombe en deux. C'est le petit chien nerveux qui aboie plus fort que les autres. C'est un peu ça en fait. Et je pense que je pense pas que ça soit Scorsese, mais je pense que c'est une image que Scorsese imprègne en disant peut-être que j'aurais pu devenir ce genre de mec si j'étais vraiment rentré à fond dans le crime, si je m'étais abandonné clairement à cette vie-là en fait. Il y a d'un côté ce qu'il est en tant qu'homme et donc qui est représenté par le personnage de De Niro, et on en parlera aussi peut-être un peu après, mais je le dis tout de suite, intéressant, c'est qu'il est rarement un personnage à 100% dans la mafia, enfin il joue souvent des personnages non italiens, donc qui n'ont pas le droit d'être dans le crime complètement. Dans Casino, il est juif. Dans Irlandais. Dans Irishman, il est irlandais. Dans Goodfellas, il est, je crois, irlandais aussi. Ouais. Et voilà. Et donc à chaque fois, il n'a jamais le droit d'être à 100% dans le clan, de rentrer à 100% dans la famille. Et donc ça amène une espèce de distanciation toujours. Et donc ça fait que dans les Goodfellas, il devient un peu le mentor du héros. Donc là où Pesci justement prend une autre direction, on va pas trop spoiler. Dans Casino, mine de rien, il y a d'un côté, il joue un bookmaker. Il joue un bookmaker qui devient patron de casino pour le compte de la mafia. Mais il y a quand même toujours en tête l'idée qu'il faut faire tourner le casino et que ça doit pas profiter qu'à la mafia, ça doit être un truc qui tourne en général. Là où Pesci justement n'a rien à foutre et décide de mettre des bâtons dans les roues le plus possible. Donc non, c'est vraiment intéressant la relation que ces deux acteurs, personnages et le réalisateur arrivent à créer tous les trois au fil des différents films, au fil des différentes histoires qu'ils vont essayer de raconter, je trouve. Là, il y a souvent en fait des duos. Déjà dans Mean Street, il y a ces Harvey Keitel et De Niro. Après, ce sera De Niro et Pesci. Ce qui est intéressant, c'est que souvent c'est ces deux tendances comme ça qui s'opposent dans Mean Street. C'est vraiment de nouveau on revient au truc personnel, mais c'est deux personnages qui reprennent beaucoup des traits de caractère du père de Scorsese et de son oncle, qui était en fait un flambeur et à qui son père finissait toujours par prêter de l'argent. Et après on retrouve ça dans Raging Bull avec le frère qui est plus réfléchi et l'autre qui est très impulsif. Donc à ce moment-là, c'est De Niro. Et puis pour le reste de la carrière, ça s'inverse. C'est toujours Pesci qui est cette espèce de boule d'énergie totalement instable et dangereuse, et De Niro qui essaye de calmer le jeu et qui voit plus loin. Mais il y a toujours ces deux... C'est ce duo-là qui s'affronte de deux tendances psychologiques, toutes les deux, on peut dire, pas très saines, quoi. Tous les deux névrosés, mais à deux extrêmes différents. David, plutôt Joe Pesci ou De Niro?
Plutôt Joe De Niro. Non, mais... non, bah là, c'est trop dur. C'est trop dur. Enfin, De Niro, il n'a pas du tout la même filmographie. Il a eu le temps d'explorer tous les rôles, quoi. Il a tout joué. De la comédie, du drame. Enfin, remarque, Joe Pesci aussi, il a joué de la comédie dans Maman, j'ai raté l'avion, par exemple. Qui est un très bon film. C'est vrai, c'est vrai. Malgré le fait que Disney veuille en faire un remake tout récemment. Bref. Avec un Tom Holland rajeuni. Ouais. Donc, non, bah oui. C'était quoi Ah oui, qui je préfère non, je préfère aucun. non, mais c'est trop. Non, mais Joe Pesci, le peu de films qu'il ait fait, il a toujours été extraordinaire dans tous ses rôles, même dans L'Arme Fatale quand il fait le couillon là. mais voilà, bon, mais Robert De Niro, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire à part que c'est un immense acteur, hein, voilà, qui s'est un petit peu perdu. Allez, on va dire ces 10-15 dernières années dans des films un peu naze. Mon beau-père et moi, c'est génial. Mais ça, c'est le meilleur de tous les films nazes qu'il ait fait récemment. Mais le nouveau stagiaire, c'était très bien aussi. Non. Non, voilà, mais les films avec je sais plus quel acteur là. Dirty Papi. Voilà, Dirty Grandpa ou je sais pas quoi. Enfin, bon, les trucs où il avait besoin de prendre un chèque. Mais non, mais bon, enfin, peu importe. Hein, c'est plus grands films sont derrière lui, quoi. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que donc on parle de Mean Street. Après, il va plus trop s'approcher des gangsters pendant plusieurs années jusqu'à arriver aux Affranchis. Loin avec Raging Bull. De loin toujours. On est dans le milieu. Taxi Driver, il y a toujours ce présence. côté un peu petite frappe. Il y a toujours ce côté mec qui vient de la rue. Mais ça arrive avec les Affranchis, on arrive de plein pied dans un nouveau film un peu de gangster, quoi. Et c'est là peut-être qu'on va constater que Mean Street posait les bases de beaucoup de choses dans la suite de son cinéma. On se retrouve tout de suite après la pause. On s'écoute Jumping Jack Flash justement sur la bande son de Mean Street par les sacro-saints Rolling Stones. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. T'as vu, cette fois je l'ai bien dit. Perché. Donc de retour pour aborder les gangsters chez Scorsese, toujours avec David The Film Talker et Zoltan. Tout va bien ? Bah oui. Alors moi j'avais juste une question. Le bien paradoxe, c'est supposé être quoi en fait ? Le paradoxe, c'est entre fascination, critique, de quel côté on place le curseur entre le bien et le mal. On va en parler peut-être après l'édito, justement. Est-on acteur ou observateur là-dedans ? C'est toute l'ambivalence. Du coup, je propose, Charlie, qu'on passe directement à ton édito, parce qu'on a pas mal parlé de l'écosystème dans lequel a évolué Martin Scorsese, des gens avec qui il aimait bien travailler, notamment les acteurs, Robert De Niro et DiCaprio et Joe Pesci, qu'on a rapidement mentionné. Mais il y a une personne dont on n'a pas forcément parlé dans la première partie, c'est Selma Schoonmaker, et quelque chose me dit que l'édito va lui donner une part importante, donc je propose qu'on regarde ça tout de suite. Scorsese étant de retour au devant de la scène pour un nouveau film de gangster, saisissons l'occasion de nous replonger dans son œuvre cinématographique riche et prolifique pour nous poser une question qui n'a de simple que sa formulation: c'est quoi l'esthétique de Scorsese ? Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de son cinéma, ce serait bien évidemment la virtuosité de ses mouvements de caméra. Scorsese a en effet fait de ses mouvements d'appareil parfaitement rythmés et exécutés sa marque de fabrique. Ces films sont notamment traversés par des plans séquences virtuoses qui auront marqué plusieurs générations de cinéphiles. Au-delà de leur complexité technique, ces plans séquences réalisés à la Steadicam permettent une immersion totale. Ils détruisent la platitude habituelle des images pour pénétrer véritablement à l'intérieur de l'univers de la fiction. La plongée dans la profondeur de l'image est une plongée à l'intérieur du réel. À travers ces plans, Scorsese peut alors rendre compte de toute la richesse et la complexité d'un milieu social et d'un écosystème dont il nous révèle les rouages et les mécanismes jusque-là invisibles. Ce rôle quasi-documentaire du mouvement de caméra se retrouve dans son utilisation du panoramique filé, véritable figure de style scorsésienne qui permet de donner cette véracité à ses films, mais apporte surtout une esthétique frénétique et surexcitée à son cinéma. C'est aussi souvent une manière de présenter un aspect particulièrement déterminé des choses, comme une situation dramatique et géographique ou une chaîne hiérarchique. Mais plus que raconter le monde dans lequel évoluent les personnages, la caméra de Scorsese sait mieux que tout raconter les personnages eux-mêmes. Si l'utilisation du plan séquence parsème toute la filmographie de Scorsese, il réussit néanmoins à réadapter le procédé selon le contexte.
Ce sera tantôt la toute-puissance réelle ou fantasmée du personnage qui s'expose, tantôt le chemin de croix, la traversée christique à laquelle ce dernier doit se confronter qui s'exprime. Du vestiaire jusqu'au ring, on retrouve d'ailleurs dans Raging Bull le motif de la traversée de ce tunnel spirituel qui parcourt toute la filmographie du réalisateur. Scorsese rend ainsi compte comme personne de la psychologie de ses personnages par l'image, notamment par ses travelling compensés. Véritable plongée dans la psyché du personnage, expression d'un monde qui se renverse et annonce de l'entrée dans une dimension spirituelle illustrant un châtiment biblique imminent. Car les personnages de Scorsese sont à mi-chemin entre spiritualité et vice, et sont donc pressés, impulsifs, guidés par une énergie frénétique qui est à la fois leur moyen de prendre le pouvoir et la cause de leur chute. Cette jouissance de la vitesse est parfaitement figurée par le montage signé Scorsese, mais surtout Selma de Schoonmaker, sa collaboratrice de toujours. Ce montage millimétré et compulsif est devenu une véritable signature de duo. Casino et Raging Bull en sont les plus illustres exemples. Malgré tout, ces accélérations n'auraient pas le même impact sans les nombreuses variations de rythme imaginées par le metteur en scène, à l'image du ralenti. Lorsqu'il n'est pas une démarche expressionniste qui illustre la psychose du personnage, sa désorientation ou encore les effets de psychotrope sur son esprit, il esthétise le quotidien souvent crasseux de ses films pour aller en extraire des moments de grâce, à la pureté si paradoxale, nous projetant entre deux mondes. Les arrêts sur image sont également une constante de son cinéma, puisqu'on les retrouve dans la quasi-totalité de ses films. Ces images immobilisées fichent un moment dans le temps, soit pour permettre à la voix off si caractéristique de la narration de Scorsese de le commenter, soit pour appuyer sur l'importance de l'instant en question. Lorsque Ginger fait une fellation à Nicky dans Casino, l'arrêt sur image essentialise la faute. Elle est capitale et ne s'effacera jamais. Scorsese en fait un point de bascule narratif irrémédiable. Et le fondu au noir qui suit exprime d'autant plus cette rupture irréparable. Scorsese rivalise même d'inventivité en allant jusqu'à élaborer un chant contre chant en arrêt sur image lorsque dans le même film, le patron de la mafia demande à Frank si Nicky fréquente Ginger. Pour accroître la dramaturgie de ce moment capital, l'arrêt sur image rend palpable cet instant où il faut prendre une décision qui peut faire basculer une vie. Choisir entre loyauté à son camarade et loyauté à son patron au péril de sa vie. On retrouve d'ailleurs la même imagination chez Scorsese pour ce qui est des plans de miroir qui pullulent dans son œuvre. Traduction de la schizophrénie et des troubles de la personnalité de ses personnages, il va multiplier les reflets comme autant de fragmentation de leur identité. Parfois, c'est le marbre lui-même qui se changera en miroir, comme pour mieux rappeler l'aliénation engendrée par le luxe. Mais le plus souvent, ces miroirs expriment la culpabilité ou encore l'incapacité du personnage à vivre dans le monde, le reflet finissant par remplacer la réalité. Dans Casino, par exemple, De Niro n'observe plus Sharon Stone, mais son reflet. Ils ne vivent donc plus dans le même monde, littéralement séparés à l'image. Ce plan signe la fin de leur relation. Quoi qu'il en soit, la constante de ces plans de miroir, c'est qu'à chaque fois, ils brossent le portrait de personnages perdus. Car les personnages de Scorsese, bien que pris dans des engrenages qui les dépassent, sont en effet constamment confrontés à des choix que la mise en scène du réalisateur sait admirablement nous faire sentir. Ces choix qui mènent à la rédemption ou à la damnation, comme savent si bien nous le rappeler les innombrables top shots du réalisateur. C'est selon cet angle de vue divin que nous sont montrés meurtres, cadavres ou personnages en marche vers leur destin, rappelant la permanence du regard de Dieu. Ce regard de Dieu que l'on retrouve dans celui de la statue romaine de la dernière tentation du Christ et qui a pour contrepoint le regard des humains que Scorsese aime tant capter par ses gros plans, comme pour mieux capturer l'âme de ses personnages et les drames humains qu'ils renferment. S'il fallait donc extraire un dénominateur commun de toute cette richesse visuelle, on dirait que l'esthétique de Scorsese, c'est la mise en image par tous les moyens de l'opposition du vice et de sa capacité de séduction à la spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non. Néanmoins, tous ces effets de mise en scène ne feront pas oublier que lorsque cela est nécessaire, le réalisateur sait se faire oublier pour laisser ses acteurs s'exprimer pleinement et permettre ainsi aux spectateurs de vivre des moments d'intimité rares. Car avant d'être un esthète, Scorsese reste un immense directeur d'acteurs qui aura su obtenir le meilleur de comédiens qui nous auront livré tant de moments d'anthologie. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? You talking to me?
C'est à moi que tu parles. Bon, bah merci beaucoup pour cet édito, Bravo, ma foi, fort documenté, fort touffu. Ça m'a pris quelques petites heures. T'as tout donné, mon Dieu. Bon, bah très bien. Bah, le mot clé peut-être de cet édito, et c'est peut-être là-dessus qu'on va partir, c'est cette intimité que Scorsese crée avec ses personnages. Est-ce que c'est le trait d'une fascination envers les gangsters, ou est-ce que c'est pour mieux désamorcer cette fascination, pour nous emmener vers un regard peut-être plus moral, David? Est-ce que ce serait pas là finalement le paradoxe du gangster? Oui, bah, c'est sûr qu'il y a de ça. Hein. Tous les personnages pratiquement des films de Scorsese, ils sont torturés, ils sont pris entre deux feux, ils ont une morale plus qu'ambiguë. Et je pense qu'il y a, oui, une part de fascination chez les gangsters, mais chez les autres personnages, en fait, il y a toujours, il y a de la compassion, en fait, je pense, chez Scorsese, de la compassion pour des êtres qui sont soumis à des tentations, en fait. C'est pour ça aussi qu'il a fait la dernière tentation du Christ, je pense. C'est que ça le fascine, ça, ces personnages qui sont à un moment donné de leur vie tentés par le mal. Faut-il qu'il y ait une rédemption derrière? Faut-il qu'ils soient punis? Mais voilà, souvent les derniers actes de ces films se terminent par ça, par soit comme on dit, il y a le rise and fall, et à la fin le troisième acte c'est la rédemption, ou alors la damnation, justement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette dimension chrétienne dans les films de Scorsese. Elle est là, quoi. Je pense qu'il y a comme tu disais très bien dans ton édito, il y a tous ces plans de vue qui sont les top shots, comme tu dis, qui représentent l'œil du divin, quoi, l'œil du jugement, en fait. Exactement. On retrouve tout ça. Zoltan, d'après toi, c'est impossible de dissocier la figure du gangster de la figure christique chez Scorsese? C'est une question assez particulière, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce parcours qui est jonché de, comme tu l'as dit, c'est des parcours où on va à l'encontre de ce qui est bon, mais à la fois on est fasciné par ces parcours-là. Donc je pense que clairement c'est un parallèle qui se crée. Après, je trouve qu'il a jamais fait un espèce de décalque grossier en se disant ce personnage ça va être Jésus chez les gangsters. Enfin, il y a des réalisateurs qui pourraient s'autoriser de faire et pour le coup c'est jamais aussi frontal que ça. Il le fait dans Mean Street, il l'a dit. Il s'est dit qu'est-ce que je voulais me poser la question de ce qu'aurait été Jésus s'il avait vécu parmi les gangsters. Donc Harvey Keitel est censé représenter cette réflexion là, mais après il s'en écarte et c'est beaucoup plus subtil, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce... je trouve que en fait par exemple, je pense à Irishman, mais même globalement, je trouve que c'est marrant, c'est plus la figure de Judas que je retrouve dans les gangsters, qui est cette figure qui est à la fois proche du Messie, mais qui va faire forcément un acte qui va être un peu compliqué à pardonner, ou qui va justement faire s'écrouler tout ce qui vient d'être bâti, plutôt que de traiter Jésus frontalement à chaque fois, quoi. Et je pourrais plus citer des Judas que des Jésus dans sa filmo, quoi. Et Judas, c'est peut-être aussi le témoin de Jésus, et on en revient à la voix off, à la parole rapportée, et à cette idée qu'on va observer peut-être d'autres personnages, mais par le petit bout de la lorgnette. Ouais, et à la fois quand tu commences Les Affranchis, c'est j'ai toujours rêvé d'être un gangster, et t'es clairement dedans à la première personne, donc t'es au-delà du témoignage, quoi. T'es vraiment... C'est un témoignage au spectateur. Et Judas, c'est quelque part un peu le traître aussi. C'est ça, il y a beaucoup de traîtres dans les films de Scorsese, c'est quasiment systématiquement une affaire de trahison, quoi. Et effectivement, on retrouve ça dans Les Affranchis, comme tu dis, il trahit pour survivre, et puis on retrouve ça dans Le Loup de Wall Street, où il finit par devenir un indique aussi. Donc mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours, c'est que c'est pas forcément vécu comme on pourrait se dire, ça y est, c'est la rédemption. Il a quitté ce milieu-là, alors que non, en fait, c'est très clairement ces personnages le font par défaut. Ils le font pas parce qu'ils ont eu une révélation, il n'y a pas eu de conscience qui vient s'imposer à eux, et ils le vivent très mal. Tu vois, la conclusion des Affranchis, c'est que tu retrouves ce mec qui devient tout ce qu'il a passé 2h30 à mépriser, un mec comme les autres, avec son petit quotidien. Et en plus, donc tu as toute cette idée de on casse le quatrième mur avec justement ça devient un témoignage, il commence à s'adresser aux spectateurs, et puis tu as Joe Pesci qui tire, donc tu as cette espèce d'angoisse qu'un jour il va finir par se faire rattraper. Et puis on en parlera plus tard peut-être quand on parlera de voilà. C'est un des plus édifiants là-dessus, ouais. C'est intéressant parce que souvent c'est un truc dont tu m'as déjà fait part toi-même, Karel. Le fait est que il y avait peut-être une espèce de connivence avec le milieu des gangsters, et qu'il y a un truc qui essaye de rendre ça séduisant.
Et je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il met en exergue un truc qui est naturel. Le côté obscur, quel qu'il soit, est toujours un peu séduisant. Et le début des Affranchis le montre bien. C'est un enfant qui voit juste que c'est des adultes. Ils sont bien friqués, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. En faisant très peu de choses au final, ils ont des frères d'armes. Et à chaque fois, les films de Scorsese, surtout sur les gangsters, traitent de le rise and fall, mais d'une manière psychologique, dans le sens on découvre tout ce qu'il y a de bien chez le gangster, et en fait à la fin ça finit toujours mal parce qu'on découvre tout ce qui est caché derrière. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques globales des gangsters en général au cinéma. Par exemple, je pense à un film que j'ai vu récemment pour un peu justement travailler sur cette émission, qui est Strictly Criminal, un film de Scott, je crois, je sais plus le nom du réel, bref, c'est qu'on est dans un gangster qui a énormément de puissance, mais qui continue de vivre dans son quartier, mais comme dans le début de la franchise, qui continue de côtoyer les pauvres du coin. Enfin, il n'y a pas ce côté de déconnexion en fait de ton origine quand t'es un gangster. Tu deviens riche, mais t'es toujours ancré de là d'où tu viens, parce que tu deviens riche par là où tu viens en fait, alors que on le voit dans d'autres films, dans plusieurs des films, les mamas souvent font la cuisine, enfin il y a toujours ce truc, ils font le truc en famille, je pense que c'est cette richesse alliée au quotidien qui est vraiment quelque chose qui fait l'essence du gangster, et principalement dans Scorsese, qui fait que ça en reste des hommes comme toi et moi, il y a une vraie identification qui se fait, lui il se projette totalement dedans, et c'est peut-être là où dans le Loup de Wall Street, c'est peut-être là où il y a la plus grosse déconnexion justement. Ce que j'allais dire, chez dans les films de mafia de Scorsese, il y a, malgré que ce soit des criminels, etc., ils ont quand même un certain code, même de l'honneur, ils ont des codes entre eux, quoi. Moi je repense à un Joe respect, Pesci, etc. Qui fait toujours, par exemple dans Casino, moi ça m'a toujours marqué, mais Joe Pesci qui rentre chez lui faire ses pancakes à ses enfants tous les matins. Enfin, oui. Ça fait partie de ces trucs où ça reste des pères de famille. Enfin, ça reste il y a une morale dans l'immoral en fait. Alors que c'est vrai que comme tu dis dans Loup de Wall Street, c'est juste Sodome et Gomorre, et c'est. On peut revenir à cette évolution peut-être au fur et à mesure où il y a un changement d'échelle, quoi. Au début, on est dans le petit quartier avec Mean Street, les trottoirs, puis avec les affranchis, une plus grande échelle. C'est l'organisation qui est beaucoup plus installée, les familles. Dans Casino, on arrive vraiment avec des quantités d'argent qui font que tu te déconnectes encore plus. Donc il y a toujours cette mafia un peu traditionnelle en arrière-fond qui tire les ficelles. Et en toile de fond aussi, cette déconnexion progressive avec la réalité que tu pointais justement du doigt dans ta vidéo. Pardon, effectivement, le luxe qui devient en fait tellement excessif, l'argent tellement excessif que tu finis par perdre pied. Et c'est ça qui raconte d'ailleurs, c'est ces personnages qui perdent pied parce que trop de pouvoir, trop d'argent, trop de tentation. Et ils finissent par totalement dégoupiller. Et puis, comme tu dis, dans Loup de Wall Street, là, c'est carrément il le dit au début dans la voix off. Je suis un mec qui est issu de la classe moyenne américaine. Puis après, c'est terminé, quoi. C'est totalement, il n'y a plus aucune connexion avec le monde réel. Dans ces films de gangsters dont on parle pas souvent, finalement, c'est un peu, je trouve que Les Infiltrés est intéressant parce que c'est un film de gangsters fondamentalement, mais là, il te montre justement des gens qui s'y refusent, comment tu te retrouves dans ce milieu-là alors que t'as pas du tout envie d'y être. Et donc là, je trouve que c'est un des rares regards qu'on a sur ce milieu-là qui est totalement déglamourisant et vraiment un peu en opposition avec justement sa quadrilogie, maintenant on peut dire, de films en voix, si on compte Main Street, 5 films en voix off qui vont te plonger dans ce milieu. Je trouve que c'est un bon contre-pied, Les Infiltrés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est avec le Loup de Wall Street, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais en soi, c'est un film de gangster sans en être un, dans le sens que c'est l'histoire de financiers, en fait. Et c'est très malin de la part de Scorsese de dire, je pointe du doigt, ou la société pointe du doigt toujours les mauvais garçons, mais peut-être que les vrais méchants, ceux qui n'ont aucun scrupule, aucun code d'honneur, aucune morale, c'est peut-être la finance, c'est peut-être le capital, c'est peut-être vraiment un truc qui nous dépasse un peu tous, et qui vraiment... l'argent n'a pas d'odeur, mais l'argent ne voit ni le bien ni le mal, l'argent ne fait que sa propre route. En plus, c'est intéressant parce que c'est totalement métatextuel de reproduire exactement la même forme que dans ces grands films Affranchis ou Casino, d'avoir attendu en fait de refaire le Loup Wall Street pour réutiliser cette forme-là qui te fait tout de suite te dire ok, je suis un gangster en fait là. C'est une filiation directe, quoi, alors qu'en fait en effet on parle de finance. Et en même temps je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend ces formes générales, ce carcan qu'il avait dans ses anciens films, mais il y a plein de choses qu'on retrouve pas du tout au niveau formel. Il a vraiment changé sa manière de filmer dans le Loup de Wall Street, et justement parce que t'as plus vieux aussi. Mais justement c'est plus moderne. Récente, plus moderne. Mais parce que justement tu perds toute dimension spirituelle en fait dans ce film, contrairement à ce que tu avais avant, où effectivement tu avais l'ancrage dans la famille, dans la tradition, dans la religion, dans la culpabilité, etc. Là tu perds
derrière tout ça était vraiment il n'y a plus que la cupidité qui meut ces personnages. Il comprend même pas le personnage principal, que tu puisses être meut par autre chose. Et voilà, je me suis dit ça sonnait bizarre, mu par autre chose. Et c'est finalement la dernière scène du film, c'est ça qu'elle raconte, enfin même le dernier plan, tu sais, quand une fois qu'il a été tout taupe, perdu, etc., il se met à faire des conférences de self-improvement, et donc il se retrouve à expliquer aux gens comment vendre des choses, comment faire plus d'argent au final, comment mieux réussir leur vie professionnelle. Et t'as la caméra qui se tourne vers le public et tu vois tous ces gens qui le regardent de manière béate, comme s'ils étaient en train d'assister à une prêche. Sauf que en fait, c'est pas un prêtre et il leur apportera finalement rien. Moi, il est prêtre d'une certaine manière, il est prêtre du capital, quoi. C'est ça. Et donc on a vraiment. C'est ça. Moi, j'ai vu la perversion, des petits agneaux qui sont venus, boire la bonne parole. Oui, non, mais c'est vrai que c'est ça. Ils veulent tu vois le changement de valeur en fait. Ah, mais c'est ça. C'est vraiment, je vais vous pervertir, quoi. Et donc c'est très très cynique, très sombre. La question du regard, pour rester sur la question du regard que pose Scorsese sur ses personnages, est-ce que il y avait beaucoup la question du reflet aussi de finalement le gangster. Bon là je vais citer Scarface, mais vous avez besoin de monstres comme moi pour vous sentir bien, justement. Est-ce que le gangster c'est pas un monstre qu'on désigne pour pouvoir se regarder tranquillou? Mais est-ce que justement Scorsese va pas court-circuiter cette logique-là pour faire du gangster plus le reflet de son spectateur, voire d'une société qui dépasse le milieu fermé qu'il va aborder? Zoltan, je te vois un peu. Non, mais je pense que c'est surtout, pour le coup, une histoire de cinéma. En fait, à la base, c'est que c'est un genre qui est vraiment ultra important dans le cinéma américain, principalement en plus au début du parlant, où vraiment ça a pris une place énorme, les films de gangsters. Il y avait les westerns et les films de gangsters, qui sont les deux genres quasi fondateurs du cinéma américain, quoi. Et donc je pense que c'est surtout ça qu'a nourri Scorsese et qui lui a voué une vraie fascination filmique. Enfin, c'est des personnages comme qui sont vraiment des entités de cinéma qui va après lui développer par lui-même dans ses films. Et il va en parler avec en effet toute sa morale judéo-chrétienne qui va se questionner dessus, quoi. Mais à la base, je pense qu'il y voit vraiment une forme de fascination de cinéma pur, quoi. Comme il pourrait faire il aurait pu choisir les cow-boys, quoi, mais il a choisi les gangsters. Cédric? Non, je trouve qu'il a assez bien. Je te voyais opiner du chef, en fait. Mais oui, parce qu'il a résumé tout en disant le genre du film de gangster, c'est aussi vieux et aussi important que le western, et c'est même la continuité. Le western a un peu périclité. Alors, c'est revenu dans une espèce de mode très crépusculaire, mais ça a périclité. Le film de gangster a réexplosé d'un coup. Enfin, c'était des vagues, et là, en ce moment, c'est un peu ça. Et le film de gangster, en fait, peu importe la forme, c'est le fond qui est un peu le même. C'est sur l'histoire de destinée un peu tragique, un peu qui joue sur des modes opératiques, plus ou moins d'échelle. On n'est pas toujours dans le parrain. Mais même des films comme Scarface, c'est grandiloquent, c'est des opéras. Des films comme Les Affranchis, même s'il y a ce côté, on sent que dans le réel, il y a des trucs, c'est clairement, je sais plus c'est dans quel film, c'est dans le Loup de Wall Street où il couche sur des lits de dollars. Enfin, il y a des trucs, c'est complètement absurde dans la manière dont c'est traité. On se dit, c'est tellement absurde que ça peut être vrai, mais en même temps, c'est purement des idées de cinématographie parfaites. Toutes les scènes de l'hélicoptère dans Les Affranchis. On a une scène où il couche sur un lit de dollars dans le Wall Street. Ouais, c'est ça que je disais. Qui reprend, voilà. Oui. Ouais. Et ce qui est intéressant, tu parlais de la question de la moralité. Est-ce que le spectateur, c'est pas le gangster chez Scorsese? Je pense que c'est plutôt, et là je fais coucou à Océane parce qu'elle aurait été là, elle en aurait parlé, mais les personnages féminins. Je pense que les personnages féminins dans les films de gangsters incarnent plus, pas forcément la morale, mais le spectateur et l'œil du spectateur. Ça, ouais. C'est vrai que le plus édifiant, c'est peut-être le dernier en date, avec ce personnage d'Anna Paquin qui est clairement le jugement moral. On prend un petit peu d'avance, attention. Voilà, bien sûr, mais même dans Les Affranchis, dans Les Affranchis, le rôle de la femme, il est ultra important, et c'est justement ce regard un peu moral sur tout ce qui se passe, quoi. Mais on a ça dans Les Affranchis avec la femme du personnage principal, mais aussi dans Casino, en fait. À moins déjà. Oui, mais Casino, c'est presque la tentation du péché. C'est ça. L'image de Sharon Stone dans ce film, c'est... on n'est pas, on s'identifie pas à elle. Enfin, le spectateur ne peut pas s'identifier à elle. Ce qui est plus traité, c'est la relation à la femme, en fait, dans Casino, alors que dans les autres, c'est son regard.
Je trouve que là, comme tu dis, c'est le péché d'orgueil, c'est d'avoir voulu à tout prix se marier avec cette femme qui ne l'aimait pas, et surtout d'avoir voulu faire quelque chose qu'elle n'est pas. Mais c'est elle qui a raison, parce qu'elle lui dit dès le début, elle lui dit je t'aime pas, et lui il veut à tout prix parce qu'il peut tout avoir, et il voit que c'est la seule chose qu'il peut pas avoir. Pour le coup, dans Casino, je trouve que le personnage est quand même plutôt vertueux. Enfin, le personnage de De Niro. Quand tu l'opposes au personnage de Joe Pesci à côté, par exemple, t'as déjà un premier regard en te disant genre, je suis peut-être le meilleur des bougres de tout ce qui est en train de se passer. Voilà, mais je pense pas qu'il soit vertueux, je pense qu'il le définit. Alors, on va pas trop rentrer dans les films en soi, mais dans Casino, ils le définissent que plus que le fait d'être un mafieux, le mec, il aime l'argent, il aime compter, il aime parier, et en fait, c'est pour lui que tout est fractal, je pense, et il aime le contrôle. Donc en fait, ce qui l'intéresse le plus, c'est de contrôler le casino. Et dès qu'il y a une inconnue, c'est un mec qui fait bien son boulot, qui peut pas contrôler, il a besoin de le contrôler. Et dans sa vie, il peut pas contrôler cette femme, donc il veut le contrôler. C'est comme ça. Donc il fait un pari. Ça me semble assez intéressant. Mais même hors des gangsters, les femmes dans le cinéma de Scorsese sont un poids moral pas culpabilisant comparé à ce qu'on pourrait croire. Par exemple, on dit souvent que Marie-Madeleine c'est un peu le mauvais côté dans la vie de Jésus. Dans le film de Scorsese, c'est plutôt au contraire. Elle lui dit sois humain. Enfin, elle essaye de l'empêcher d'aller vers ce destin tragique. Donc il y a quelque chose de très le mec est aliéné dans d'être le Messie. Voilà, il est aliéné dans sa cause, et elle essaye de l'en sortir de là où il s'embourbe. Pardon, vas-y. Non, tu as raison. Très bien. On retrouve ça aussi dans Les Infiltrés aussi, je trouve. Tout à fait. Le personnage féminin est peut-être le point d'ancrage justement des deux qui viennent converger à cet endroit-là, parce que c'est là où ils arrivent à se délester un peu de tous leurs mensonges et tout ça, quoi. Même dans Hugo Cabret, c'est la petite qui arrive à faire sortir Hugo de là où il est. Grand film de mafieux, Hugo. Très bien. Georges Méliès, le meilleur des parrains. J'avais une petite question sur le rapport à la destinée manifeste des États-Unis, mais quelque chose me dit que le lien avec l'histoire américaine pourra se faire de façon organique après la pause musicale. Figurez-vous que cette pause musicale, on va s'écouter, on parlait de Joe Pesci tout à l'heure, on va s'écouter Wise Guy sur l'album de rap de Joe Pesci, tout simplement. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels, toujours avec Charlie, Cédric, David et Zoltan. Comment ça va ? Très bien. Ça va bien, très bien. On a découvert ce rap. Sacrée découverte, hein. Ouais. J'avoue que j'écouterai pas l'album, mais au moins je suis content de savoir que ça existe. je l'ai à la maison si tu veux. On a Von Yaourt, on salue sur le chat, on salue également Gaspard Plafond, on salue Manu, Seth, Tyler. N'hésitez surtout pas à partager avec nous vos questions tout au long de l'émission. On tâchera d'y répondre pour peu qu'elles soient rattachées au sujet, évidemment, parce que le dernier jeu auquel j'ai joué, ça vous regarde pas. Peut-être pour les recommandations tout à l'heure. C'est parti du coup pour le dernier segment de l'émission. Il y a un petit film, je crois, qui est sorti il y a pas très longtemps, signé Scorsese, qui s'appelle The Irishman, et tu vas nous en parler, Cédric. Mais c'est de la merde! Je te fais pas l'affront de te demander si c'était de la merde, Cédric. C'est un petit court-métrage très sympathique, moi j'ai trouvé. Court-métrage? Ouais, il manquait 1 ou 2 heures pour que ça soit un peu plein, mais bon, non. Ah bon, de quoi ça parle? Vas-y. De quoi ça parle, The Irishman? On est dans une maison de retraite, on suit un vieux monsieur qui commence à nous raconter la vie qu'il a menée. Ce vieux monsieur, c'est Frank Sheeran, et il a été un membre des Teamsters, un très 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 puissant syndicat américain de camionneurs qui a été... qui est un syndicat de gangsters globalement, et surtout il a été un tueur à gages pour la mafia, de son arrivée dans le crime organisé grâce à Russell Bufalino, à sa chute dans les années 80 en passant par les années de garde du corps et d'ami intime de Jimmy Hoffa, qui était le président des Teamsters dans les années 60. C'est pas moins de 50 ans de l'histoire américaine que Sheeran, aka l'Irlandais, va nous conter. C'est basé sur le livre I Heard You Penthouse de Charles Brunt, et c'est le 25e film de fiction, je précise, de Martin Scorsese. J'étais sûr que c'était Jameson, l'Irlandais, moi. Mais bon, passons. Blague de whisky, tout ça. Le film fait partie de ces projets très attendus des cinéphiles, que ce soit pour le retour de Scorsese au film de gangster, la réunion avec Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino aussi, tout simplement, sa première collaboration avec Scorsese, la production avec Netflix, bref, il y a pas mal d'éléments. Voilà. Que penser, finalement, de tous ces éléments mis ensemble? Que penser de cette fresque de 3 heures? 3 heures quand même. Pour moi, c'est vraiment une excellente surprise. 3h30. C'est vraiment une excellente surprise. Je savais pas trop sur quoi on allait. Je préférais moins en voir pour être sûr. Bon, déjà, c'est une grande saga de 3h30, comme je l'ai dit, un peu à la manière des Affranchis. Ça propose un tableau sur l'histoire du banditisme à plusieurs périodes, et surtout sur l'histoire de l'Amérique en général. Il y a surtout aussi, comme tu l'as dit, le retour de De Niro et Joe Pesci,
qui sont impériaux tous les deux. Impériaux. Mais Pesci pour moi, les deux sont d'une folie d'acting assez folle. Il y a un acting très sobre qui est vraiment un contre-jour des habitudes de ces deux acteurs, surtout chez Scorsese, on les a vus plus énergiques. L'âge peut-être joue avec cela, mais dans tous les cas, les personnages tels qu'ils sont écrits ne sont pas nerveux, ne sont pas forcément survitaminés comme il a l'habitude de le montrer avec ces deux acteurs. Du coup, on parle de rythme. Le rythme est aussi plus lent. Il se rapproche de Silence plus que du Loup de Wall Street dans les dernières œuvres en date du réalisateur. Et ça confère au métrage une espèce de petite mélodie qu'on pourrait rapprocher de l'oraison funèbre plutôt que d'une grande célébration telle que pouvait l'être Casino ou Les Affranchis. Il y a un truc que moi j'ai toujours aimé chez Scorsese, on l'a pas encore dit, mais c'est pas très important en soi, mais c'est la galerie de personnages secondaires et d'acteurs qu'on voit en arrière-plan, qui sont tous excellents et qui confèrent encore une fois un caractère très vivant au film. Je trouve que dans le cinéma de Scorsese, tous ces petits personnages, tous ces petits gars en arrière-plan, la multiplicité en fait naît une certaine vérité, en fait une certaine vue du cinéma, et je trouve que c'est un tic que Scorsese a souvent mis en avant. Et je reviens sur De Niro. Qui livre là une des plus belles performances de sa dernière partie de carrière, où il joue un personnage très peu expressif, qui parle pas énormément pendant tout le film. On sait jamais vraiment trop quoi penser de ce dernier. Est-ce qu'il est un peu sociopathe? Est-ce que c'est plus... il est amorphe en général? Est-ce que c'est une espèce de fatalisme face à ce qu'il est en train de vivre? On sait pas, mais ça pose encore une fois la question de la morale et du regard que portait dans l'œuvre de Scorsese. Doit-on avoir de l'empathie pour ce méchant, tout simplement, en fait, pour ce bad guy? Mais tu parles de morale, effectivement, c'est l'un des sujets sur lequel le film est attaqué, comme souvent chez Scorsese, entre autres la dernière tentation du Christ, par exemple, pour reprendre l'exemple le plus criant. Entre autres, cette fois-ci, un enjeu technique, à savoir le rajeunissement numérique, la lenteur du film, souvent critiquée par les personnes adeptes du mode de consommation à la Netflix, la retrouver entre vieux copains, et pas mal de remarques. D'après, je n'ai pas forcément ça dans mon entourage, mais des gens qui disent que le film ne raconterait rien. Alors ouais, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, et comme souvent, je pense que le public il aime bien sauter sur les conclusions qui l'arrangent, c'est-à-dire qu'on met surtout après les événements récents de Scorsese versus Marvel, il était un peu attendu au tournant en mode tu parles papy, qu'est-ce que t'as à montrer? Et pour beaucoup, ça vaut pas Avengers Endgame, chacun voit ce qu'il veut, moi j'ai aucun souci avec ça. Pour ce qui est du rajeunissement numérique en tout cas, c'est vrai que c'est un brin raté. On n'est pas vraiment dans ce qu'on pouvait espérer de voir. Les acteurs font toujours un peu trop vieux par rapport à leur âge supposé, que ce soit dans la gestuelle ou même dans certains visages. Mais la méthode change déjà d'habitude, parce que comme on l'avait dit un peu en off, il n'y a pas de points qui ont été mis sur les acteurs spécialement. Il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, il y a eu un travail de post-production qui devait le moins impacter possible les acteurs en fait sur le tournage. Donc ça a demandé toute une nouvelle façon de procéder. Et on en reparlera sûrement un petit peu après. Je trouve que ça amène un truc intéressant qui est que le de-aging, donc la méthode de rajeunissement, souvent ça essaye de jouer sur l'accointance du public qui connaît les acteurs plus jeunes. Alors là, est-ce que c'est raté ou pas? Moi je pense que c'est quand même voulu. Les personnages ne ressemblent pas à ce qu'ils étaient plus jeunes. Ils ressemblent à une version rajeunie de la tronche qu'ils ont maintenant. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mine de rien, qui nous déstabilise forcément, parce qu'on a connu De Niro jeune et que c'est pas exactement le De Niro jeune qu'on connaît. Mais ça donne quelque chose d'assez intéressant et qui marche avec le personnage qu'ils incarnent, je trouve aussi. Ensuite, pour la morale, ça a été souvent reproché pour sa filmo, comme tu as dit, mais je pense que le film, encore une fois, ne donne pas à encenser les personnages. Chaque perso, par exemple, qui apparaît très positivement, tous les gangsters apparaissent positivement à l'écran, ils sont souvent accompagnés d'un petit mot avec la fiche nécrologique qui disent que 3 ans plus tard, ils ont beau être très gentils, ils sont morts. On en prend les conclusions qu'on a envie. De l'aveu de Scorsese lui-même, en plus, le film est très lent parce qu'il reflète l'âge qu'il a maintenant. Il se veut plus intime, mais bien que ce soit une fresque sur l'histoire des États-Unis, c'est aussi un film un peu plus mature qui pose la réflexion de nos actes face à l'inéluctable, donc la mort qui nous attend tous à un moment ou à un autre. Et de ça, justement, il y a les personnages féminins. Et souvent, comme c'est souvent sur Scorsese, les femmes n'ont pas forcément le premier rôle, elles sont reléguées à un rôle d'apparence, mais cette fois, plus que dans d'autres films, les personnages féminins, surtout le personnage de Peggy, l'une des filles du personnage de De Niro, vient apporter une vision extérieure à cette histoire, et ça provoque un effet coup de poing qui résonne dans notre conscience tout le long du film. Par exemple, sans rentrer trop dans les détails, sans trop spoiler, elle rejette la figure de De Niro et de Joe Pesci parce qu'ils sont des gangsters et qu'elle peut pas supporter ça, mais elle accepte complètement la figure de Jimmy Hoffa, qui est une figure politique et donc bienveillante à ses yeux et qui est aussi pourrie que les deux autres en fait. Seulement, comme on l'a déjà dit, on aime bien mettre en avant plutôt les gangsters comme des méchants, et on oublie souvent que les méchants peuvent être multiples. Donc il y a un jugement de valeur aux yeux des gens extérieurs face à ce monde-là.
Et surtout, le film, je pense, parle avant tout, comme le disait David dans ses vidéos, de l'aliénation comme un moyen de survie en fait dans des milieux qui nous sont très hostiles. C'est une chose récurrente chez Scorsese. Et on a ici une forme de conclusion, je trouve, à cette problématique dans la dernière heure du film, qui peut pas nous laisser de marbre en tant qu'humain en fait. Donc en conclusion, The Irishman, c'est à l'image de la filmographie de Scorsese. Il fascine tout autant qu'il pourrait révulser. Loin d'être une simple caprice d'un vieil homme blanc aigri par le cinéma contemporain, le film, je pense, est une réflexion lourde et lancinante sur la foi et nos croyances personnelles comme un moyen de survie dans un monde que l'on pense de plus en plus hostile. De Niro incarne ce qu'il peut y avoir en chacun de nous, le pire mais aussi le meilleur. Et à l'image d'une vie, le film commence lentement, prenant son temps, prenant son rythme, pensant qu'il aura le temps de tout raconter, et s'accélère vers la fin en voyant que on arrive vers la fin d'une vie et que beaucoup d'éléments vont devoir sauter, et on n'a plus le temps de travailler, de faire tout ce qu'on avait envie de faire. La fin du film d'ailleurs apporte une nouvelle vision sur le métrage, mais aussi sur les personnages de Scorsese en général, et face à ce triste constat, on peut se demander ce qui restera exactement. Mais je recommande quand même The Irishman avec toute la ferveur que je peux vous donner. Mais je vous préviens qu'à la manière du film Ad Astra que j'avais chroniqué il y a quelques mois, le film n'est pas forcément facile à capter. Il se veut, je pense, la vision et la réflexion d'un monde qui nous est étranger. Et il n'est pas aussi condescendant qu'un divertissement plus classique de Netflix, on va dire. À la manière de Silence, le film peut se révéler que si le spectateur fait encore plus que d'habitude le silence, justement, dans son esprit, le temps d'écouter un peu ce que l'œuvre de Scorsese a à nous dire, la laisser parler, la laisser vivre. Merci pour cette critique, Cédric. Autour du plateau, pas mal de réactions, j'imagine, à donner autour de The Irishman. Zoltan, moi j'ai pris le film avec un plaisir incommensurable. Je trouve qu'il y a, en effet, c'est pas le même rythme qu'un Casino, c'est beaucoup moins, ou qu'un Affranchi, mais j'y ai pris le même plaisir. En tout cas, le temps est passé aussi vite. C'est ça. Enfin, juste avant, je m'étais justement fait Strictly Criminal, qui dure 1h30 de moins, et il m'a paru 2 fois plus long. De Scott Cooper d'ailleurs. Voilà, Scott Cooper, exactement. Donc 2 fois plus long. Là, le film de 3h30 est vraiment passé. J'avais pas envie que ça se termine. Donc c'est quand même quand tu es face à un conteur d'histoire et à quelqu'un qui arrive à te capter des performances de comédiens et à t'embarquer dans des parcours de personnages comme Scorsese, il maîtrise très très bien son sujet. Il n'y a rien à dire. C'est du petit lait. Mais en tout cas, j'ai moins vu le portrait de l'Amérique que plus vraiment un portrait intime d'un homme et surtout d'une amitié qui finalement va se faire, va se faire détruire par des forces qui sont pas forcément perceptibles en fait. Et ça qui m'a intéressé dans le film, c'est de me rendre compte que derrière des apparences plutôt inoffensives, certes, se cachent les personnes les plus influentes et les plus puissantes. Et c'est pas ceux qui font le plus de bruit qui justement commettent les plus grands crimes et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que je trouve qui se déroule tout au long du film, où on part avec une idée préconçue de certains personnages qui peuvent paraître sympathiques au départ, inoffensifs, et en fait tous s'inversent mais d'une manière très très lente, et on se retrouve un peu à la fin déstabilisé parce qu'on a vu un parcours inverse de ce qui nous était quasiment annoncé. Et je trouve que c'était vraiment moi j'ai adoré ce film, et je risque de le revoir dans l'année qui vient parce qu'il est toujours disponible. Tout l'intérêt de caster des rôles à contre-emploi, en l'occurrence pour soutenir cette proposition. David, toi ton avis? Emballé? Ah ouais, super emballé. Il y a, pour moi, le seul point noir du film, c'est la vraiment technique. Les effets spéciaux, le rajeunissement numérique qui ne marche pas très bien, je trouve, sur Robert De Niro, mais uniquement sur lui. Autant sur Al Pacino et Joe Pesci, j'ai pas été dérangé, franchement. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est peut-être d'avoir mis des yeux bleus à Robert De Niro pour lui donner peut-être un côté plus irlandais. C'était peut-être ça l'idée. Mais non, mais c'est bête parce que c'est vraiment le truc le plus difficile à faire dans les effets spéciaux, c'est surtout le regard, c'est les yeux, ce qu'avait parfaitement réussi à faire James Cameron sur Avatar avec les navis par exemple. Il avait vraiment réussi à leur donner une âme, alors que ça aurait pu vite être des personnages avec le regard vide quoi, et ne pas du tout véhiculer d'émotion. Et là je trouve que des fois Robert De Niro il a un peu on dirait qu'il a la cataracte et qu'il a le regard vide. Ça c'est vraiment dommage parce que tout le reste fonctionne superbement bien. Comme tu disais Zoltan, ça dure 3h30. Moi je me suis pas ennuyé, j'ai été fasciné du début jusqu'à la fin. Il y a effectivement la petite histoire dans la grande histoire, parce que ça se passe sur 50 ans, on traverse l'histoire de l'Amérique, un petit côté Forrest Gump aussi, je trouve, dans le film. Où, c'est la même période en tout cas. C'est presque, c'est la même période. Et comme dans Forrest Gump, le personnage principal traverse des moments historiques très importants sans véritablement
prendre conscience de tout ça, quoi. Il est mêlé à la crise des missiles cubains, puisqu'il va à un moment donné, voilà, bon, on va pas tout révéler, mais il est mêlé à tout ça. La mort de JFK. Voilà, la mort de JFK, ça c'est énorme. Il y a effectivement sa rencontre avec Jimmy Hoffa, qui était aussi populaire que les Beatles à l'époque, enfin c'est ce qu'ils disent dans le film. C'était vraiment une star, avant qu'on se penche un petit peu plus sur ce qu'il était vraiment, et qu'on découvre que voilà, c'était quand même le crime organisé, quoi. Je l'ai pas dit, mais les Teamsters, c'est le syndicat, mais qui cache une mafia qui est dans le casino. Exactement. C'est les Teamsters qui tiennent les casinos. C'est eux qui décident qui mettent à la tête des casinos. Et d'ailleurs, on a quasiment une séquence miroir de casino où ils vont financer un casino dans Irishman qu'on peut découvrir dans le casino après, quoi. Et en fait, finalement, on parle de personnages torturés dans la filmographie de Scorsese. Le personnage torturé dans Irishman, est-ce que c'est pas finalement Jimmy Hoffa, ouais, voilà, plus que Robert De Niro, qui lui est un exécutant, un soldat, un soldat qui fait ses tâches de façon routinière, de façon presque banale, quoi. Quand il explique quel flingue il faut choisir pour aller tuer, descendre tel type, il faut tel flingue si on est dans telle rue ou dans tel endroit, dans tel environnement, ça fera moins de bruit, etc. C'est vraiment le mec, c'est pas qu'il travaille chez Castorama, mais pour lui c'est un truc, c'est la routine, quoi. Et mais c'est ça, et en même temps c'est ça que j'ai adoré, c'est toute le côté je démystifie tout ce que j'ai glorifié en fait dans le passé, dans ma filmographie, quoi. Tout ce que je vous ai fasciné avec ce monde du banditisme, je vais vous montrer comment c'est froid, comment c'est routinier, comment c'est presque banal, et comment il y a rien de glorieux à en tirer. Et c'est en ça que oui, le film paraît plus mature et peut-être moins plaisant à pas mal de gens qui ont trouvé le film très long et qui l'ont peut-être pas pris par le bon bout de la lorgnette, si je peux dire. Faut pas s'attendre à un autre film en le regardant, quoi. C'est ça qui est important. Non, voilà, c'est ça, quoi. C'est comme ça a été dit, on est plus proche du rythme déjà de silence, on est plus dans l'introspection des personnages, et c'est pour ça que le tout dernier plan du film, je sais pas si on peut en parler, si on peut y aller dans le spoil, quoi. On va l'évoquer, on peut l'évoquer. On va être flou, mais on peut en parler. En tout cas, alors je vais parler du tout premier plan du film, qui est un plan où la caméra en fait se balade dans l'hôpital jusqu'à atterrir sur Robert De Niro, qui est assis comme ça, voûté, sur sa chaise. Ce plan, c'est peut-être la mort qui vient le chercher. Et ça répond peut-être au tout dernier plan du film où il veut laisser la porte entrouverte pour que... du coup je l'ai évoqué. Oui, non, mais c'est cet entrebâillement, c'est quelle place est-ce que ce personnage aussi accepte d'avoir joué dans tout ce qu'il a raconté, peut-être. Il y a toute cette confession, c'est vraiment ça, c'est le personnage qui se confie, il y a cette figure de Judas, comme tu disais tout à l'heure, Zoltan. Non, mais là c'est comme on est c'est vraiment ça. Et comme si Jimmy Hoffa fait un bon Jésus. Quand il est joué par Al Pacino, il peut faire un bon Jésus quand même. Ce qui est intéressant, sans trop rentrer en détail, c'est que la dernière heure du film est un contrepoids moral assez puissant, parce qu'on ne sait pas trop quoi penser de ce qu'on a vécu. Il y a des personnages qui s'empressent de nous donner tous leur avis, que ce soit des policiers, que ce soit le personnage de Peggy, donc la fille dont je parlais, qui est globalement dans l'histoire la seule vraie erreur que le personnage de De Niro se reproche un petit peu d'une certaine manière. Il y a une scène un peu pathétique, touchante, où il est avec des béquilles à la banque, il veut lui parler, elle le rejette en bloc et on a l'impression qu'il va tomber, enfin quelque chose de très, très malheureux. Et jusqu'à la fin, on peut se poser ces questions de qu'est-ce qu'on regrette pas de nos actes. Et c'est intéressant, je trouve que c'est très malin de ne pas donner la parole vraiment sur le poids des actions du personnage de De Niro à De Niro, en fait. Chacun est un peu... chaque spectateur voit ce qu'il a envie de voir, en fait. Ouais, en plus il y a aussi la moralité de se dire que c'est trop tard pour... Et de toute façon c'est trop tard. Accable, en fait, aussi, quoi. Là où j'offrais un lien, c'est justement, tu parlais du regard que tu trouvais assez bizarre. J'avoue que je l'ai trouvé étrange, mais contrairement au rajeunissement, moi ça m'a fait... Je trouve que ça faisait passer beaucoup de choses, parce que justement il y a ce côté très froid qui rejoint le personnage dont on a l'impression qu'il ressent rien, et en même temps c'est par ce regard que je trouve il y a une scène où il y a beaucoup de choses qui passent. C'est cette fameuse scène donc, où il apprend qu'il va devoir faire quelque chose qui n'a pas du tout envie de faire, on va dire, et où il y a une sorte de... Exactement. Il y a un long silence,
Et pendant ce long silence, on est vraiment juste dans ce regard qui, furtivement par moment, se met à regarder dans l'objectif de la caméra. Oui. Je trouvais que c'était extraordinaire. Moi, ce plan m'a vraiment glacé. Ces espèces d'aller-retour furtif, comme si De Niro cherchait un soutien vers le spectateur. Enfin, on ne sait pas vraiment comment l'interpréter, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses du personnage et c'est peut-être un de ses seuls moments de fragilité, même si après, comme tu dis, il en a avec sa fille, mais ça paraît presque plus téléphoné. On a l'impression qu'il exige presque qu'elle lui pardonne, genre je t'ai demandé pardon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, quoi. Je ne pas comme ça parce que tu as une autre scène, sans encore une fois trop rentrer en détail, avec Et son on autre va fille. conclure, s'il Où vous là, plaît. c'est. Hein On va conclure. Et on va conclure. Ouais, mais il y a une autre scène avec sa fille, c'est une autre de ses filles, où là est posé, je trouve, le questionnement de tous les personnages de Scorsese. C'est eux, il dit, j'ai fait ça pour vous protéger, vous donner une bonne vie. Et il dit, mais nous protéger de quoi ? Enfin, nous, on n'avait jamais de soucis. Enfin, c'est ce que disait David dans sa vidéo. Les personnages La réalité sont parallèle. aliénés. Ouais. Ils pensent qu'ils ont quelque chose à faire parce qu'il faut qu'ils s'en sortent, parce qu'ils sont oppressés par un système, alors que les personnages extérieurs à ça disent il n'y a pas de souci en fait, tout va très bien. C'est ça. Et c'est ultra cruel cette scène, je trouve, où il se prend 50 ans de sa vie dans la tronche en mode mec, pendant 50 ans, qu'est-ce que t'as foutu quoi. Et pas par la personne qui il a envie Oui, en plus, confronter. c'est une des filles dont on en a vraiment rien à faire parce que toute l'emphase est mise sur le personnage de Peggy et c'est vraiment un personnage tertiaire qui vient nous foutre dans la tronche quoi. Merci pour tous ces échanges autour de The Irishman. On revient, peut-être on réélargit le spectre à la filmographie de Scorsese avant de refermer cette émission. Est-ce que finalement ce film, au-delà de refermer ce cycle du gangster, si on peut l'appeler ainsi, n'interroge pas finalement ce qui reste aujourd'hui du cinéma de Scorsese? En tout cas, je trouve que c'est son film peut-être le plus dépouillé de tout, on va dire, artifice ou de toute... Ouais, j'ai envie de dire artifice. Enfin, c'est vraiment un film qui est de quelqu'un qui est hyper serein, quoi, apaisé, posé, quoi. Et donc c'est assez... on est parti d'un cinéma assez virevoltant avec Main Street, quelque chose vraiment énergique et qui était en connivence avec son âge de l'époque et l'énergie qu'il avait. Et là, on est aussi dans un... tout aussi qualitativement parlant, on a quelque chose qui fait miroir avec le moment apaisé de sa vie, l'âge qu'il a aujourd'hui, et je trouve ça assez fascinant. Est-ce qu'on découvre pas un Scorsese peut-être plus modeste aussi? On l'avait déjà un peu avec Silence et même d'autres films. Enfin, je sais pas si on peut dire plus modeste parce qu'il y a toujours eu. C'est un personnage modeste mine de rien. Scorsese, il sait qui il est. On va pas se mentir. Je pense que c'est comme des personnages comme Spielberg. Ils savent ce qu'ils ont fait au cinéma. Ils savent l'impact qu'ils ont. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas pour autant qu'ils s'en vantent. C'est intéressant. On parle, sans là aussi rentrer dans les détails. L'histoire avec Netflix, qui est intéressant, c'est quand on lui a posé une question sur un film. Il a juste dit son avis et c'est tout de suite parti en... Avec Marvel, tu veux dire? Ah oui, pardon, avec Marvel, pas avec Netflix. On lui a posé une question, il a répondu tout simplement avec ce qu'il croyait lui, et c'est parti en espèce de truc pugilat, ça a créé des camps. Et il est revenu 3 fois dessus. Ça montre ce qu'il représente. Mais oui, il est revenu 3 fois dessus en disant cinéma, attendez, moi j'ai juste dit mon avis, et voilà. Et c'est ça le truc, je pense pas que c'est quelqu'un qui veut être une figure d'autorité, il l'est un peu par la force des choses parce qu'il est Scorsese. Mais c'est des films, les 2 derniers, Silence et The Irishman, montrent un peu ce que je pense que le bonhomme a toujours été, quoi, quelqu'un de simple. Ouais, je pense qu'effectivement, tu vois, on pourrait le comparer avec un autre cinéaste cinéphile qui est par exemple Tarantino, qui n'a pas du tout cette démarche d'humilité en fait par rapport à l'histoire du cinéma. Fils prodigue un peu. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a plus une idée de réappropriation et d'autocongratulation. On ne sent pas la même chose quand on regarde ces films, alors que chez Scorsese, je trouve qu'on sent toujours... mais Tarantino est auteur, ça change beaucoup, je pense. Oui, bien sûr, ça change. Ah non, mais c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est la différence majeure, ouais. T'as totalement raison, mais du coup, Martin Scorsese, il se situe vraiment comme un faiseur de films dans l'histoire du cinéma, et il se situe beaucoup en retrait quand il en parle, quand il les fait. Il regarde énormément de films avant, il fait voir des films aux gens et les gens lui font voir des films quand il les fait. Enfin, à chaque fois, il est dans une démarche du retrait. Et je trouvais intéressant, dans une interview pour Les Cahiers du cinéma, il parlait beaucoup justement de cette démarche-là, qui est de vouloir... Par exemple, il parlait des films de genre et de la difficulté quand tu fais un film de genre, de détruire le genre
en voulant le rendre plus personnel. Et justement, lui, il rend souvent hommage à des films qu'on oublie beaucoup, des classiques hollywoodiens, dont on connaissait pas vraiment les réalisateurs à l'époque. C'était des anonymes, c'est des gens qui s'inscrivaient dans des machines qui étaient plus grosses qu'eux, et malgré ça, tout en respectant des codes des gens, ils arrivaient à avoir un cinéma extrêmement personnel. Et lui, avec beaucoup d'humilité, il en parle souvent, et il explique que il pense qu'il est pas capable de faire ça parce qu'il a trop d'ego peut-être dans sa volonté de faire des films, mais c'est ça son idéal. Et du coup il y a toujours cette ambiguïté entre je fais des films très personnels, mais en même temps j'ai cette envie d'être en retrait. Et je trouve que ça représente bien le personnage. Comme un prêtre qui écouterait une confession. Exactement. N'est-ce pas ? Et de toute façon, il y a un autre truc, on en a vaguement parlé dans l'édito, mais il a des acteurs récurrents de l'ombre, comme sa monteuse attitrée sur toute sa filmographie, Thelma Schoonmaker. Mais qui, mine de rien, c'est intéressant parce que on met pas souvent en avant les techniciens. Lui, il l'a toujours fait. Ça pourrait être limite sa seconde femme, si on pourrait dire, dans le sens que elle a forgé avec lui son style. C'est elle qui a indiqué le montage de Casino, le montage des Affranchis qui a été maintes fois célébré. C'est elle qui l'a fait. Raging Bull. Même s'il a beaucoup pensé le découpage sur Raging Bull. C'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs un peu tout puissants, et très bien pour eux, comme Cameron, qui pense à tout du début à la fin. Scorsese, pour lui, il sait où s'arrêter. Il sait laisser sa place quand il a besoin, il sait donner sa confiance tel qu'il est. Un peu comme les gangsters qui agissent en bande. Lui, il agit avec ses acteurs d'un côté, avec les acteurs de l'ombre comme sa monteuse, et tous ensemble, ils arrivent à créer ce truc-là pour que le parrain Scorsese brille, quoi, je trouve. D'où l'importance des improvisations aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sa direction d'acteur, mais il y a beaucoup d'improvisation chez Scorsese. Il laisse beaucoup de place aux acteurs, que ce soit dans Raging Bull, justement, avec toutes les scènes qu'on connaît, Taxi Driver. J'ai lu aujourd'hui aussi comment dans Les Infiltrés, Jack Nicholson improvisait les scènes, changeait des choses pour essayer de faire réagir les autres acteurs, notamment avec l'histoire du rat qui se met à imiter en direct et le flingue qui sort. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose avec lequel il joue beaucoup, et ça participe aussi de cette capacité qu'il a à se mettre en retrait et à laisser ses collaborateurs s'exprimer, parce que justement il voit quelque chose de plus grand que lui à chaque fois quand il fait un film, et je trouve que c'est ça qui est intéressant chez lui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a gardé de Scorsese ? Est-ce qu'il a des héritières évidentes qui s'imposent comme ça, ou est-ce que c'est un héritage qui est un peu trop lourd à porter ? Il y a plein de réalisateurs qui ont voulu le copier. Andrew Nichols. Non, mais c'est vrai, je pense que déjà il a créé un mouvement. Je veux dire, c'est vrai que cette narration en flux de pensée sur des personnages qui font une espèce d'introspection de leur vie, ça doit pas être le premier, parce que Citizen Kane, c'est pas ça, mais je veux dire, il y a sûrement des exemples avant, mais en tout cas, il a vraiment donné à une espèce de patte qui fait que quand tu fais ça de nos jours, tu fais référence à Scorsese avant toute chose, quoi. Donc quand je dis Andrew Nichols, c'est Lord of War, j'y vois. Et donc par exemple Todd Phillips qui fait avant de faire Joker, il a surtout fait War Dogs, qui est un film scorsésien de A à Z, qui reprend exactement avec les musiques rock, les montages un peu identiques. La narration en flux de pensée de la même manière. Donc il a des héritiers, qu'on le veuille ou non. Après, je pense que c'est pas des gens comme. Il a jamais eu un style qui me paraît, même si tu l'as très bien détaillé, mais je veux dire. C'est très compliqué de reconnaître le style Scorsese, je trouve, visuellement. Par exemple, c'est pas un réalisateur qui a une patte en se disant ça c'est du Scorsese. Les couleurs évoluent beaucoup en fonction des films. Effectivement, il y a des choses qui reviennent, mais il est capable vraiment d'évoluer dans sa forme au fur et à mesure. Parce que au-delà des films de mafia, c'est très varié. En fait, c'est vrai. Alors oui, on retrouve ces travelling hyper rapides sur les visages des personnages et tout, mais voilà, tu vois Silence, tu vois After Hours, tu vois La Dernière Tentation du Christ, Hugo Cabret. Hugo Cabret. Oui. Voilà, il est bon. C'est juste au-delà d'avoir juste une patte, il a juste un talent incroyable à mettre en scène des histoires totalement différentes, mais tout en tournant un peu toujours, en essayant de mettre ses thématiques et ses obsessions dans son cinéma, dans tous ses films. C'est ça qui est fascinant. Parce qu'il reste centré sur ses personnages, ça reste un cinéaste narratif, et justement c'est peut-être ça qu'on retrouve le plus c'est cette capacité à suivre des personnages totalement névrosés, totalement
parfois à la limite d'être des psychopathes. Et j'imagine que tu voulais en parler, par exemple avec le Joker. C'est ce genre de films en fait reprennent un héritage, mais pas forcément d'un point de vue formel. Enfin, encore que. Mais voilà, il y a tout cet univers scénaristique qui ne vient pas de lui, mais qui l'a tellement rendu iconique dans sa réalisation que c'est ça qu'on retient aussi souvent. Surtout que, Vas-y, non, mais un film comme le Joker, c'est vrai c'est surtout qu'il s'inspire globalement de 2 films de Scorsese, donc au-delà. Enfin, c'est ça qui est. Taxi c'est Driver pas... et La Valse des Pantins. Exactement, ouais. Voilà, c'est que c'est pas des œuvres, c'est pas le cinéma de Scorsese qui a inspiré Joker, c'est 2 films de. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si tu mettais 2 films dans un blinder et que tu t'obtenais quelque chose à la fin, quoi. Donc c'est ça qui est troublant, c'est qu'on va prendre 2 films sur ces 25 et rien que ça fait une influence. Alors, on en parlait un peu en off au début, mais le dernier grand qui reste avec lui, c'est Spielberg de la même époque. Et c'est, je trouve, 2 gars qui ont un parcours un peu similaire dans le sens que ils ont fait des films souvent très différents, mais avec des thématiques qui leur sont propres à chaque fois. Ils tiennent encore tous les deux la barre tels qu'ils peuvent. Spielberg a un peu plus d'héritier parce c'est un cinéma plus généreux et plus universel dans sa manière de présenter les choses. Mais je pense que les deux, ce qui fait leur force, en tout cas à ces deux-là, c'est que même s'ils ont des maîtres à penser, jamais ils s'abaissent, comme on le disait avec un film comme Joker de Todd Phillips, à juste singer ou juste essayer de dire bon, je recopie quelque chose parce que je veux rendre hommage. Et il y a ce côté un peu symbole, le truc très christique, je dois rendre hommage à Dieu le Père. Ouais, mais le truc c'est que d'eux, ils ont pas spécialement de Dieu le Père. Ils ont plein de saints auxquels s'accrocher, mais ils ont personne à qui prendre le truc, quoi. Et David, et ce sera le mot de la fin. Oui, et même quand il fait un remake Scorsese avec Les Nerfs à vif, il fait pas la même chose, il fait pas le même film, et pourtant il reprend la même musique et tout, et c'est ça qui est extraordinaire. Il arrive à vraiment mettre sa patte, et d'ailleurs là aussi on les reconnaît aussi. Et les infiltrés, oui c'est vrai. Infernal Affairs. Oui, il y injecte vraiment son style, aussi bien sur la forme que sur les thématiques, sur la narration. Voilà, hein. Les Nerfs à vif, il appuie vachement sur le côté punition divine et voilà, châtiment. Enfin, c'est vraiment là, on est pile poil dans ses obsessions. Pour conclure, je vais vous demander chacun à votre tour votre Scorsese préféré. Vous n'êtes pas obligé de répondre à un film de gangster. Sur le chat, j'en vois beaucoup qui mentionnent un certain film. Qui est sur ce plateau d'ailleurs? Vas-y Zoltan. Moi c'est Casino. Casino. C'est c'est le film que j'ai le plus vu de lui. J'ai eu la chance de le voir au cinéma il n'y a pas si longtemps. Et c'est un film qui me fascine. Je trouve que je sais même pas comment il a pu... comment il arrive à conceptualiser tout ce qu'il te montre, tellement c'est entre ce que la voix off raconte, ce que les images racontent, j'arrive même pas comment ça peut être couché sur un scénario et expliquer à une équipe pour dire faut tourner ça pour donner ça à la fin, quoi. C'est 11 mois de montage. On se rend compte, quand tu vois le film 11 mois, tu te dis mais comment un cerveau humain peut rassembler tout surtout ça. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est le premier film monté sur un banc numérique via Avid, donc ça change toute la méthode de pensée du montage, et pour une personne qui avait déjà passé les 50 ans, c'est quand même un gros exploit de travailler ça, que ça soit lui ou sa monteuse. Mais... Et pour boucler la boucle, Selma Shoemaker lit toujours les scénarios avant le tournage même du film, donc ça l'aide aussi un petit peu dans l'exploitation des rushs. Vas-y Charlie, excuse-moi, parce que là on est à 45. Moi clairement, donc, si je suis totalement honnête, c'est clairement Casino, peut-être Raging Bull un peu derrière. Mais pour être provocateur, je vais parler d'un film qui est La couleur de l'argent, qui est un film que je trouve extrêmement dévalorisé dans la filmographie de Scorsese. Donc j'ai mis un petit extrait où on voit l'interprétation de Tom Cruise que je trouve extraordinaire. Paul Newman, il est fabuleux aussi dans ce film, et je trouve que c'est un film qui filme particulièrement bien les parties de billard, c'est incroyable. Et un peu comme ce qu'il avait fait avec la boxe dans Raging Bull justement, et surtout je trouve que c'est un film qui est mu d'une énergie que je trouve assez folle, et donc comme on parlait de sa capacité d'adaptation, de remake, de s'ancrer dans un cinéma, c'est la suite d'un classique du cinéma hollywoodien en noir et blanc dans lequel jouait Paul Newman. Et rien que pour ça, voilà, ça vaut le coup de le regarder. Passage de bâton. Peut-être qu'on aura le film avec Tom Cruise vieux qui joue au billard avec exactement. Avec Shia LaBeouf, je sais pas. Cédric. Il y en a plusieurs, on va redire Casino, Les Affranchis et tout ça, mais moi je l'ai cité plusieurs fois, mais j'aime bien Hugo Cabret. Je l'aime bien parce que déjà c'est une de ses rares incursions dans le film pour enfants, le conte, la fable, et c'est un très bel hommage au cinéma en général et à l'amour qu'il porte au cinéma, avec toute l'humilité qu'on lui connaît, et j'aime beaucoup ce qu'il fait du personnage de Georges Méliès, tout simplement. Donc voilà.
Un bon film de Noël aussi. Exactement. David. Moi, ce serait Taxi Driver parce que c'est, il me semble, le premier Scorsese que j'ai vu. Je l'ai vu assez jeune et j'ai été immédiatement fasciné par ce personnage de De Niro qui est sans cesse en équilibre entre le bien et le mal. Et au-delà de ça, c'est un film que j'ai toujours adoré parce qu'il y a une ambiance, même si New York est dépeint comme un purgatoire et tout ça, il y a une ambiance, une atmosphère avec cette musique de Bernard Herrmann. D'ailleurs, c'était la dernière musique qu'il a composée avant sa mort, celle de Taxi Driver. Bernard Herrmann, le compositeur attitré de Hitchcock. Et voilà, j'adore ce film, ce scénario, cette performance de Robert De Niro. Et puis c'est un film où là, il y a toute la mise en scène aussi de Scorsese, très stylisée, qui est à l'écran. Voilà. Très très bien. Bon, en ce qui me concerne, Benjamin sur le chat, tu l'as deviné, c'est Silence. Voilà. Donc Silence, bah oui. Moi, c'est pas le volet gangster qui m'intéresse le plus chez Scorsese, c'est plus son volet mystique. Et pour le coup, ce film m'a totalement mystifié. Incroyable réflexion sur ce que c'est que la foi, ce que c'est que la rencontre tout simplement avec Jésus. Est-ce qu'il faut pas dépasser l'icône ? Est-ce que la rencontre avec Jésus, c'est pas dans le pardon qu'on reçoit, mais dans le pardon qu'on donne ? D'où l'idée aussi de ce Judas un peu énervant qui revient pendant tout le film et qui à la fin est carrément assimilé à Jésus, ce qui je pense a dû faire jaser pas mal au Vatican aussi, je pense. Mais cette fois-ci le film a été montré au pape François d'abord, en première je crois au Vatican si je dis pas de bêtises. Mais non, film vraiment incroyable. Et puis juste derrière je dirais justement le diptyque entre Taxi Driver et La valse des pantins. Je trouve qu'il y a vraiment une façon d'interroger le rapport entre la réalité et la fiction qui est très très puissant. Le rapport à la société, le rapport à la société aussi, médias. Du coup et aux médias. Et pour le coup je trouve que les deux se complètent très très bien, se voient très bien l'un après l'autre. Et je donnerais peut-être sa chance à After Hours parce que j'ai lu beaucoup de bien sur ce film et je regrette de ne pas avoir eu le temps de le voir pour cette émission. Je crois qu'il est sur Netflix. Très bien. Donc ce soir. Je crois, je dis peut-être une bêtise. Mais très bien, on vérifiera après l'émission. Sur Amazon, pardon. Von Yaourt sur le chat dit sur Casino et La Débauche, donc évidemment Silence. Silence, c'est pas l'heure du silence parce qu'on va s'écouter du coup pas mal de musique. C'est vrai que Scorsese est un dingue de musique, il aime beaucoup ça, il aime beaucoup pour créer un effet de réel ne pas faire composer de la musique pour ses films à partir d'un certain moment, plutôt faire des films à playlist. Pas mal de musique donc et donc vous me voyez venir des kilomètres, c'est l'heure du quiz musical. Donc le quiz musical cette semaine, je n'avais pas de jeu de mots débile, à part là j'en ai un qui me vient en tête. Ah peut-être. J'ai l'image de début de Casino qui me vient en tête. J'ai Gangster, brûlé, au vent, des Landes de pierre, tout ça. Sinon j'avais marqué que Gangsterdam était un bon film. Non. Voilà, donc je vous laisserai choisir sur le chat entre ces deux titres de quiz musical. Donc nous avons une thématique clairement identifiée. Le film de gangster, tout simplement. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. 2 équipes. Je dis en régie, 2 équipes. Donc 1 point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc vous pouvez donner simplement le nom du titre, le nom du film, tout simplement, et pas le nom du compositeur, pas besoin. Donc on a 2 équipes, on a l'équipe De Niro à ma droite avec Zoltan et Charlie, et l'équipe DiCaprio. Vous devez imiter De Niro, sinon vous n'êtes pas digne d'être l'équipe. On va donner les réponses comme ça. Très bien. Très comme ça. Bon et voilà. tu étais pas mal Cédric. Bon, toi t'es plutôt DiCaprio du coup, et donc l'équipe DiCaprio avec Cédric et David en face à face. Donc De Niro, DiCaprio face à face, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. On est parti pour le premier morceau. David. Casino, tout à fait. La Passion selon Saint Matthieu. Moi c'est j'ai l'ouverture Saint du Thomas, film. moi. Non, je crois que c'est selon Saint Matthieu. Très bien, je vais vérifier. Et Karl, depuis la régie, me dit oui, tout à fait, j'avais mal noté, merci du coup. Mais je t'en prie. De Jean-Sébastien Bach, donc La Passion selon Saint Matthieu sur Casino, donc justement. Avec les flammes et tout. Avec les flammes. Donc peut-être que ce sera Gangster brûlé finalement au vent, tout ça. Parce qu'il y a vraiment une image très marquante en ces débuts de film avec la descente aux enfers. Donc 1-0 pour la team DiCaprio. Quelle musique, ah là là. 1-0 donc, et quel film aussi, on l'a suffisamment rappelé. Deuxième morceau. Le parrain. Ah là, c'était tendu là. En même temps. Donc là, je propose qu'on règle ça. Moi j'ai dit que j'ai levé la main en même temps. En boxe. J'ai fait une double. Non mais on va faire un Shifumi. Oh putain.
comme d'habitude. Allez, Shifumi, donc Charlie, Shifumi. Une fois reculez Pour les auditeurs, j'ai reculez gagné. vos mains. hein. Voilà, ouais, donc pour les auditeurs, c'est Pierre pour Charlie et ciseaux pour Cédric. Moi, j'ai juste que j'ai lavé la main en même temps. Je trouve que j'ai fait un double effort pour ça, mais c'est pas grave comme d'habitude. Très, voilà, écoute, tu gagnes très souvent, hein, Cédric, je rappelle. Mais bon, un partout, quand même, rien n'est joué. Hein. Donc effectivement, c'était le thème de l'amour dans Le Parrain, film de Coppola, composé donc par Nino Rota. Et je vous recommande la version chantée par Roberto Alagna, qui est très très jolie aussi, que j'ai pas choisi pour ce quiz de 1-0, un partout, décidément. Il fait chaud et je suis fatigué. Troisième morceau. Scarface, bravo. On dit avant. Push into the limit. Ouais, j'ai entendu, J'avais le bon truc, mais j'ai entendu Scorsese, moi, à je voulais droite. dire Scarface, mais. C'est nous alors, trop bien. Voilà, non, j'ai entendu Scorsese à ma Non, droite, non, donc attends, non, c'est Scarface. Donc évidemment, Je dis que j'ai fait preuve de bonne foi quand même. Hein. Très Ça bien. mériterait qu'on me rende mon point. Scarface, bien vu, morceau donc Push It to the Limit par Paul Engemann, produit par Giorgio Moroder, donc film de Brian De Palma, daté de 1983, peut-être voilà l'antithèse au cinéma de Scorsese, un truc plus outrancier, plus shakespearien aussi peut-être. Donc 2-1 pour l'équipe DiCaprio. Il reste encore 2 morceaux. Serez-vous au rendez-vous, les amis? Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, Oui, Brian bravo. De Palma, musique d'Ennio De Ennio Morricone. d'Ennio Morricone. Tu l'avais dans ta voiture en arrivant. Ah bon, oui, c'est vrai. Ah bah très bien. Mais effectivement, bon bah écoutez. Donc c'est le thème d'Al Capone, joué Très par très très bon film de Palma. par Robert De Niro, hein, encore. Un chef-d'œuvre. Même. On se refait pas. Et donc composé par Ennio Morricone, vous m'avez donc grillé la priorité. C'est parfait, effectivement. Donc 3-1 pour l'équipe DiCaprio. C'est pour l'honneur là. Hein. L'arrière-garde peut encore se refaire. N'hésitez pas, on me dit montage sur le chat, que se passe-t-il? 5e morceau. Ah, c'est. Tonton Flingueur. Les Tontons Flingueurs, bravo. Bravo, Zoltan. Ah, moi, quand il s'agit de camembert, je suis Donc là. bravo, donc, effectivement c'est une autre vision des gangsters, c'est les gangsters du terroir. Donc Tamouré, thème principal des Tontons Flingueurs par Michel Magne. Donc c'est, le saviez-vous aussi, c'est la sonnerie du portable de Balkany. Ah. Voilà. Son portable a sonné lors de son pleine audition et c'était la musique des Tontons Flingueurs. Donc voilà le lien avec le joyeux monde des Le gangsters. jour où on fera un biopic, peut-être que Scorsese aurait été bon. Il fait purée. tout pour aller en taux. Le mec, il fait tout pour aller en taux. C'est vrai que. Voilà, donc voilà, la boucle est bouclée. Donc c'est 3-2 pour la team Oh, ça va DiCaprio. en sentir pas mal. Ce quiz est terminé. Ouais, c'est 4-1 diront les dieux, mais c'est pas grave. Voilà. Ce qui nous fait gagner ce magnifique. Non, pardon. Rouvre-le un petit peu, sinon il va se casser la figure. Donc sur ce score de 3-2, 4-1, dira donc Jésus. On verra après silence du coup que se termine ce quiz musical. On laisse la transition se faire ou on la fera au montage, c'est pas grave. C'est l'heure des recommandations, les amis. En avez-vous? Je me tourne vers vous, Zoltan, oui. David. Zoltan, Moi, vas-y. je vais recommander un héritier de Scorsese, Michael Bay, avec ses derniers films sur Netflix, donc Six Underground, qui est un film qui, pour le coup, adopte un peu une narration scorsésienne avec des images qui vraiment arrivent à raconter quelque chose hyper dense, malgré un scénario très bête. Mais voilà, avec cette narration aussi en voix off, il y a vraiment une filiation qui existe, mais au-delà de ça, on est surtout sur un film d'action ultra jouissif et totalement le terme quand tu prends un truc. Récréatif. Non, pire. Un truc récréatif, c'est pas non, mal. non, hein. pire. Régressif. Régressif, voilà, c'est ça le terme. Non, totalement régressif, mais écoute, on n'en voit pas tous les jours des films d'action qui ont cette envergure-là, cette folie-là et cette maîtrise-là. Donc, si vous avez envie de voir la claque d'action de l'année, mais accrochez-vous à voir un truc très très bête et un peu fasciste, allez-y. Tu le vends tellement bien. C'est pas, J'aurais jamais envie de le ce voir. serait pas mais là, le vrai Bad Boys 3 finalement. Ah bah, Les 20 totalement. premières minutes. C'est totalement le vrai Bad Boys 3, mais après... Mais voilà, c'est dans la même veine que Bad Boys 2, mais un peu moins potache, mais avec du vrai no limit comme on aime, quoi. Très bien, Charlie. Alors moi j'ai recommandé un film que j'ai enfin vu hier soir, qui m'a mis une claque totalement incroyable. La Reine des Neiges 2. Ouais, exactement. Non, c'est Le Mans 66, qui je trouve est formidable. Ça m'a vraiment, il tourne en boucle dans ma tête depuis hier soir. L'interprétation de Christian Bale, pardon,
Et oui. Ah oui, non, mais l'interprétation est tellement racée, intense. Je trouve la relation entre les deux personnages avec Matt Damon vraiment magnifique. Et puis, les courses sont filmées. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Clairement, c'est assez dingue. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce film qui est une vraie claque. Et puis, on s'ennuie pas une seule seconde. Donc voilà. Cédric. Mais moi je repensais à ce qu'il disait. Effectivement, c'est vrai que quand je vois les testicules de Megatron, je vois Joe Pesci et De Niro, donc je vois la filiation. Sinon, forcément, je l'ai demandé sur Twitter. C'est Monsieur arrivé Bobine 2 jours après. Monsieur Bobine a fait une nouvelle vidéo, donc il faut parler de Monsieur Bobine parce que Monsieur Bobine c'est le bien. Et il revient avec une vidéo sur Elio Petri, un réalisateur italien que je ne connaissais que de nom et qui est encore une fois très bien faite, très bien montée et qui va vous apprendre plein de choses sur un réalisateur pas forcément le plus connu de cette époque-là en plus du cinéma italien et qui a pourtant plein de choses à dire, surtout en cette époque troublée de fin d'année. Est-ce qu'il a un lien de parenté avec Julie Pietri ? Non, pas du tout. Non, d'accord. Peut-être que oui, mais j'ai juste envie de te dire non pour la forme. D'accord. Et sinon, reco de dernière minute, mais j'y pense, je suis désolé depuis le début, mais Zoltan, moi on me dit Zoltan, je pense à Emek Aleumakes, un très bon stoner movie comme on les aime, Zoltan à vie, voilà, ceux qui ont vu savent de quoi je parle, mais non, c'est un excellent film. Alors c'est une comédie vraiment potache sur deux junkies, enfin deux junkies non peut-être pas, sur deux stoners qui se réveillent un jour chez eux et à un moment ils doivent aller voir leur copine et ils font mais mec elle est où ma caisse, et la bagnole a disparu et donc un peu à la manière d'un very bad trip avant l'heure ils vont devoir refaire les événements de ce qui leur est arrivé la nuit d'avant pour retrouver la bagnole et peut-être bien plus, peut-être sauver l'univers, je ne sais pas. Mais voilà. Est-ce qu'on retrouve Laurent Baffy au passage ? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Et on a la débauche sur le chat qui dit: est-ce que vous savez si Cédric pense à Monsieur Bobine pendant l'amour ? Laissez la bobine faire son travail. Très bien. David. On parle de Zoltan, donc je vais rebondir sur un autre film où on entend parler de Zoltan également. C'est un film français qui est sorti cette année qui s'appelle Mon Inconnu. Mon Inconnu. Voilà, où le héros de la fiction qu'écrit le personnage principal s'appelle Zoltan. Et c'est une très belle comédie romantique, fantastique. Réalisé par Hugo Gélin, voilà. Et sinon, pour revenir à Scorsese, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, les deux acteurs fétiches de Scorsese, j'ai envie de recommander un film que j'adore et qui n'est pas réalisé par Scorsese, mais qui réunit ces deux acteurs et qui s'appelle Blessure secrète. Et c'est un film réalisé par, je ne sais plus, bref, Michael Scott quelque chose. Oui, il me semble que c'est ça. Ouais. C'est ça, hein. Et avec The Office. Hein ? Non, pardon. Non. Mais avec un De Niro qui est déjà commence un peu à vieillir, qui joue un beau-père. Qui joue le rôle d'un beau-père qui torture DiCaprio. Qui est très jeune. Michael Keaton-Jones. Ah oui, voilà, Michael Keaton-Jones. Je crois qu'après il a réalisé Basic Instinct 2. Tout à fait. Donc, ce qui n'est pas très recommandable. Mais en tout cas, voilà, il a fait un excellent film. Donc si vous ne le connaissez pas et que vous voulez voir ces deux immenses acteurs réunis dans le même film, allez voir Blessure secrète. C'est super. Très bien, très très cinéphile les recommandations cette semaine, parce qu'en ce qui me concerne j'ai aussi deux films, donc j'ai en premier lieu Ghost Dog, film de gangster très très crépusculaire. Je le recommanderai jamais assez. Je recommanderai jamais assez, ce film est extraordinaire. Voilà, on va suivre des gangsters d'une arrière-garde finalement qui vont un peu s'entretuer au milieu de tout ça, une espèce de figure un peu de samouraï reliée à la culture gangsta en même temps, et toute une mise en abîme de plein de choses qui devraient pas se rencontrer, qui cherchent peut-être pas à se comprendre aussi, et finalement que le seul personnage à essayer de dialoguer avec l'autre, essayer de le comprendre, sortira gagnant du film, ou en tout cas aura réussi à sublimer son passage sur Terre. Faut pas confondre avec Dog Ghost, qui doit être un film pour enfants sur un chien fantôme qui fait des bêtises, je pense. Non, pas du tout. Non, Ghost Dog. Jim Jarmusch. Voilà, de Jim Jarmusch, tout à fait. Et mon autre film qui m'est venu en tête pendant l'émission, celui-là, on parlait de Scorsese et de sa déférence envers Al Pacino, avec qui il n'a jamais pu tourner, et finalement à qui donne le rôle principal, peut-être le vrai rôle principal de The Irishman. Est-ce que finalement Serpico n'est pas un très grand film aussi, en tout cas c'est fait par un très grand réal. Sidney Lumet, on parlait de figure christique, je pense que Al Pacino plus Christ c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. On va suivre l'histoire un peu d'un lanceur d'alerte finalement, qui va dénoncer les ripoux de son quartier, peut-être au-delà, et c'est un film incroyable, un peu documentaire aussi pour le coup, assez long dans mes souvenirs,
mais qui est réalisé par l'un des cinéastes peut-être les plus sous-estimés de cette fin de siècle. Sous-estimé, je sais pas, mais un peu méconnu en tout cas. On le name drop pas assez, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était mes 2 recommandations, et une troisième, un manga qui n'est pas encore sorti, mais donc on attendra le 14 février, n'est-ce pas Cédric? Ah oui, tout à fait. Oui, voilà, Tout à fait. on attendra, on va pas le recommander tout de suite. C'est tout pour ce grand numéro. Merci beaucoup, comme le veut la phrase consacrée. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce 110e numéro d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, donc sur ma chaîne YouTube, Critique de Zoltan. Très bien, et toi David? Et moi, pareil, sur ma chaîne YouTube, The Film Talker. Des projets en cours, des petites vidéos, un petit rappel à faire? Moi, il va y avoir tous mes tops et de mes flops de fin d'année et de décennie qui vont arriver durant cette belle période des fêtes. Donc ça va être... C'est la saison. J'adore les tops. Ah là, il va y avoir beaucoup de top. Il y en a j'adore ça, beaucoup. David? Eh bien, moi, je suis en train d'écrire une vidéo qui portera sur la carrière d'un réalisateur, un peu comme j'avais fait pour Martin Scorsese, un réalisateur qui a réalisé quelques westerns. Voilà, j'en dirai pas plus. Très bien. Bon, on n'en dit pas plus, on restera au rendez-vous. Du coup, les amis, on se retrouve, Charlie, Cédric, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour un grand super sujet. émission. Ouais, grand, pas déconner. L'est-il encore? C'est ça la question. À la semaine prochaine. Donc je pense que vous l'avez deviné là. C'est bon, on va pas vous le faire. À plus. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Stairwares. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.